Bonjour à tous, bienvenue François Drugy. Bonjour, dans ce podcast d'Atlantico. Merci de nous rejoindre. Vous êtes l'ancien président de l'Assemblée nationale, ancien ministre, et puis vous êtes un peu éloigné de la politique, mais vous en faites maintenant d'une autre manière. Vous allez nous en parler. Moi, je trouve ça très intéressant, notamment avec une chaîne YouTube où vous débunkez, comme on dit en langage contemporain, beaucoup de fausses vérités, notamment en matière d'environnement. Moi, j'avais envie de commencer par quelque chose, parce qu'on va pas vous demander, enfin, si vous voulez, on peut le faire, hein, mais de commenter point par point Sébastien Lecornu ou les derniers événements. Mais vous qui aviez justement rejoint Emmanuel Macron, qui avait cru en 2017 à ce mouvement-là, est-ce que vous imaginez que ça pouvait échouer à ce point-là et de cette manière-là? Je n'avais pas imaginé que ça évoluerait de cette façon-là, mais qui aurait imaginé que... Non, mais à ce point-là, parce que j'imagine bien que vous allez pas vous engager dans un truc auquel vous ne croyez pas, mais... Non, mais alors, bon, pour parler d'échec ou de réussite, laissons quand même les deux mandats se finir. Alors, il y en a un qui est fini, l'autre est encore en cours, mais c'est sûr que le président de la République aujourd'hui n'a plus du tout autant de pouvoir, hein, autant de manettes que quand il a été élu en 2017 ou même réélu en 2022. Donc certains peuvent dire que son bilan, c'est ce qu'il a pu faire par le passé. Bon, laissons quand même le mandat se terminer, mais je pense que il y a plusieurs choses. Il y a des choses qui sont des évolutions de fond, structurelles. Emmanuel Macron ou un autre, c'est des évolutions de la société française, mais on le voit chez nos voisins européens, la fragmentation du vote, la montée de ce qu'on appelle les populismes, et qui a quand même, ça recouvre une certaine réalité. Populisme de droite en France avec le RN, populisme de gauche avec LFI, que l'on retrouve dans d'autres pays aussi. En Espagne, on a d'abord eu d'ailleurs le populisme de gauche avec Podemos. On a aujourd'hui un peu le populisme de droite avec Vox. En Italie, où on a eu le mouvement 5 étoiles, où on a différents mouvements de droite radicale, nationaliste. Donc, c'est pas qu'en France. Et donc, ça, on peut pas en rendre Emmanuel Macron responsable. C'est-à-dire, c'est un mouvement, enfin, Trump aux États-Unis, Bolsonaro au Brésil. C'est pas Emmanuel Macron qui est responsable. En revanche, c'est sûr que la décision de la dissolution, il y a un peu plus d'1 an, a créé une situation politique qui, certes, n'était pas forcément prévisible, mais enfin, tout le monde savait que ça serait compliqué d'avoir une majorité à l'issue d'une élection législative dans ces conditions-là. Maintenant, il faut gérer ça. Alors moi, je finis par me demander aussi, est-ce que c'est pas là aussi quelque chose de structurel? Est-ce qu'on n'est pas rentré dans une phase historique un peu régressive, à certains égards, c'est un peu la 4e République. Oui, justement. 10 ans après, c'est aussi ces questions-là qu'il faut se poser sur l'évolution de la France. Moi, j'entends, j'accepte l'argument selon lequel la France est loin d'être le seul pays dans lequel il y a un malaise démocratique. C'est le cas un peu partout en Occident. Mais précisément, Emmanuel Macron en était conscient en arrivant au pouvoir en 2017. Il a suscité un espoir. Alors, c'était certainement relatif par rapport à d'autres candidats, mais il a suscité un espoir de renouveau de la société civile. Il y a eu toute cette rhétorique de nouveau monde par rapport à l'ancien monde. Et moi, je me souviens d'un Emmanuel Macron disant « Je suis conscient d'être le dernier des Mohicans, et si on échoue cette fois-là, on va vers le chaos. » Et donc, de ce point de vue-là, quand même, est-ce qu'on n'est pas dans l'échec? Parce que ça, c'est pas que la dissolution, c'est beaucoup plus profond et plus structurel que ça. Il y a également certains sujets sur lesquels Emmanuel Macron a échoué. Moi, je suis même prêt à en prendre ma part de responsabilité puisque j'ai été son ministre pendant 1 an. J'ai été député pendant 5 ans, élu en 2017 sous l'étiquette macroniste. Donc, à certains égards, nous avons échoué parce que ça peut pas non plus être réduit à une seule personne, même si c'est le chef de l'État. Et puis, il y a des sujets sur lesquels, oui, lui, peut-être qu'il a pris des décisions, fait des choix, sur la façon de gérer nos institutions, parfois peut-être de penser que en prenant telle décision pour des raisons peut-être conjoncturelles parfois, eh bien ça créerait un renouvellement, des choses comme ça qui ne se sont pas produits ou qui n'ont pas marché, tout simplement. Mais même moi, je pense, c'est une des critiques que je lui ferais, et s'il était en face de moi, je lui dirais de la même façon. Je pense qu'il a été élu en 2017 un peu comme s'il était le représentant du parti réformateur. Je veux dire, c'était le président réformateur pour moi.
réformateur, il disait d'ailleurs, il y a des conservateurs à gauche et à droite, et moi je veux rassembler les progressistes de gauche et de droite, les réformateurs de gauche et de droite. Et je pense qu'il a assez vite, en réalité, perdu cet élan réformateur, qui s'est brisé aussi sur les Gilets jaunes, sur le mouvement des Gilets jaunes, qui était un mouvement qui disait un peu stop à certaines réformes, et puis ensuite sur le Covid, puis ensuite la crise de l'énergie, et où on a privilégié finalement des solutions assez classiques, qui étaient de dépenser plus, notamment. Mais qu'est-ce qu'on appelle réformateur? Parce que pour poser une question un peu, me faire l'avocat du diable, en quelque sorte, moi j'ai toujours été un peu étonné de voir, enfin, comment pouvait-on imaginer qu'Emmanuel Macron réforme vraiment le système, voire le refonde? Parce qu'il me semble que quand on écoutait sa rhétorique à l'époque, il était plus dans une logique de refondation, révolution, sur un livre, que de réforme à proprement parler. Mais comment imaginer que l'homme qui était le produit parfait du système puisse en réalité, et peut-être choisi d'ailleurs par le système pour cette raison-là, puisse, et sans être complotiste du tout, c'est simplement, il correspondait effectivement aux attentes de la technocratie française, qui pensait plus ou moins comme eux. Mais comment on pouvait imaginer que lui change les choses, alors que précisément, il s'inscrit dans le schéma intellectuel de ce qui nous a amené là? Parce qu'il avait dit avant d'être élu, y compris quand il était ministre de l'économie, entre 2014 et 2016, voilà, il faut mettre un peu plus de concurrence, donc on va un peu plus libérer l'économie française, on va miser davantage sur la formation pour que les gens puissent s'adapter aux réalités d'aujourd'hui. Il y avait quand même ce discours selon lequel on va pas faire comme si on vivait tout seul. C'est comme si la France était une espèce d'îlot en dehors de l'évolution du monde, et que l'évolution du monde, à certains égards, elle fait peur, elle est menaçante, mais elle est aussi riche d'opportunités. C'est un discours qui en plus est concret. Je veux dire, les évolutions du numérique, oui, ça bouleverse nos vies. Oui, pour certaines personnes, parfois c'est peut-être difficile de s'adapter. Et en même temps, pour plein de gens, je pense la majorité des Français, c'est plein d'opportunités d'abord dans la vie quotidienne, mais aussi économique. Et on pourrait, pour moi, décliner ça dans plein de secteurs. La génétique, par exemple, toutes les découvertes de la science à des fins médicales sur la génétique, pour moi, c'est des promesses énormes pour améliorer la santé des gens et aussi créer des activités économiques. En fait, si vous écoutez, si vous regardez ce qui s'est fait depuis 8 ans, ces sujets-là ont pas été tellement traités, poussés. Vous voyez, c'est pas uniquement dire le système, faut le réformer les institutions, réformer l'État. Réformer l'État, il aurait sans doute fallu le faire, et Emmanuel Macron n'a même pas, à mon avis, essayé de le faire, par exemple. Donc, vous voyez, il y a des sujets sur lesquels je pense qu'on aurait pu le faire, on l'a pas fait pour plein de raisons. Après, dire c'est le produit du système. Oui, mais parfois, les meilleurs réformateurs sont ceux qui sont issus du système, qui le connaissent de l'intérieur et qui disent moi, je vais voir, je sais comment le transformer. Bon, là, ça n'a pas été le cas. Non, ça n'a pas été le cas, mais quand je vous disais ça, c'était précisément, a-t-il jamais pensé vraiment autrement que l'énarque moyen? Je vous dis ça en connaissant un peu le schéma et le mode de formation intellectuelle. Mais un autre point aussi, c'était drôle, parce qu'on disait beaucoup qu'Emmanuel Macron était libéral, et moi je me souviens avoir dit à l'époque aux libéraux, mais ça va être la double peine. Parce que d'un, il ne l'est pas, et de deux, une fois qu'il aura exercé son mandat ou ses mandats, à l'époque on ne savait pas, on vous dira, regardez, ça marche pas, et donc, vous devrez en assumer la facture. Et est-ce que c'est pas ce qui est en train de se produire avec, par exemple, la taxe Zuckman, tout simplement, où on fourgue, et du point de vue des libéraux, ce bilan d'Emmanuel Macron, qui jamais ni près ni de loin ne s'en est approché dans le libéralisme. Savoir si Emmanuel Macron est un vrai libéral, ça... non, mais de chimie... Non, mais d'analyse philosophique, c'est pas ça. Moi, je vous parle d'action. Je pense qu'en effet, il a un côté très colbertiste à bien des égards, c'est-à-dire cette tradition française où on pense que depuis le sommet de l'État, on peut un peu diriger l'économie, etc. Bon, mais il avait quand même, dans un certain nombre de domaines, il avait quand même des idées qu'il a défendues, en plus, dans la campagne électorale de 2017, qu'il a mis en œuvre pour une part. Par exemple, certaines réformes du Code du travail, la suppression de l'ISF. Mais je pense que... Est-ce que ça n'aurait pas été fait par François Hollande réélu, finalement? Non. Quand on voit... Et d'ailleurs, moi, j'étais présent dans la loi El Khomri. Je pense pouvoir témoigner de l'intérieur que le mouvement des Gilets jaunes et ce qui s'est passé à ce moment-là, ça a été un tournant.
Et je l'ai dit d'ailleurs à l'intérieur, ça avait jeté un froid dans une réunion de ministres parce que j'avais dit c'est un peu un tournant à gauche puisque en fait on arrête de faire des économies, on arrête de réduire le nombre de fonctionnaires, on va arrêter de fermer des écoles, des choses comme ça, et puis voilà, on pense que ça va calmer et que ça va améliorer la situation, alors qu'en fait ça ne règle rien puisque il y a de toute façon des transformations à mener, tout simplement parce que la société française évolue démographiquement, etc. Bon, mais ce que je veux dire, c'est que l'ISF, c'est un cas quand même intéressant. L'impôt de solidarité sur la fortune, Jacques Chirac le supprime en 86 et il est convaincu que c'est là-dessus qu'il perd l'élection présidentielle de 88. Et ensuite, quand la gauche le remet en œuvre, aucun pouvoir politique de droite ne le remet en cause. Ni Édouard Balladur en 93, ni Jacques Chirac en 95, ni Nicolas Sarkozy en 2007. Et Emmanuel Macron, lui, s'y attaque. Et il dit, ça a fait des dégâts économiques, on va réformer ce système. Eh bien, c'est vrai que encore aujourd'hui, si vous demandez à un certain nombre de gens une des raisons pour lesquelles ils en veulent à Emmanuel Macron, des gens de gauche évidemment, mais aussi des gens qui ne votent pas à gauche, il y a cette raison-là. C'est un symbole qui est extrêmement puissant, dont on a d'ailleurs sans doute sous-estimé la portée politique. Moi, j'ai entendu, mais je ne sais combien de fois, oui, mais c'est un cadeau fiscal. Je dis, mais attendez, on a supprimé la taxe d'habitation qui touchait tout le monde. Le vrai cadeau fiscal, c'est 22 milliards, ça coûte 22 milliards par an d'avoir supprimé la taxe d'habitation. L'ISF, qu'on n'a pas supprimé en totalité, qu'on a coupé en deux, allez, ça a coûté 3 milliards et demi. Eh bien, ce qui a été retenu, c'est les 3 milliards et demi, c'est pas les 22 milliards. Mais justement, en termes de méthode, et avec le recul, puisque vous étiez dans le système gouvernemental de l'intérieur, à l'époque, est-ce que c'est le genre de réformes, quand elles ont autant d'impact émotionnel, je suis d'accord avec vous sur l'ISF, est-ce qu'il faut y aller, ou alors est-ce qu'il faut pas juste se dire, il y a des problèmes, on le sait sur l'ISF par exemple, qui pouvaient fragiliser les entreprises familiales, notamment les actionnaires des entreprises dont ça n'était pas l'outil de travail. Dire, mais finalement, est-ce qu'il faut pas juste discrètement déshabiller les barèmes ou jouer sur des considérations techniques sans le dire, maintenir la façade? Alors j'entends qu'on peut dire, ouais, mais c'est de la tromperie démocratique, mais enfin, il me semble quand même qu'on le fait aussi sur d'autres sujets. Est-ce que ça vaut le coup de griller autant de capital politique sur des questions pareilles? Comme vous le disiez, 3 milliards et demi, en vrai, ça change rien ni dans un sens ni dans l'autre. Moi, je pense que ça a été une bonne chose de le supprimer parce que ça a quand même redonné l'idée à des entrepreneurs ou des gens qui ont un gros patrimoine que en France, s'ils investissaient cet argent et qu'ils le faisaient croître, ils ne seraient pas taxés. Mais de le faire sans vraiment le dire, avec des manières plus techniques, plus détournées. Peut-être sur la méthode. Après, on ne trompe pas non plus les gens. Je veux dire, si vous changez complètement le barème et qu'à la fin, il y a plus aucune contribution, de toute façon, ça se voit. Alors, il y a eu un petit sujet à l'époque. Je pense qu'on s'est fait un petit peu avoir, notamment par sans doute le ministère des Finances, mais donc y compris ceux qui tenaient le ministère des Finances à l'époque, c'est-à-dire Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, quand on a changé de nom. C'est-à-dire qu'on a supprimé le mot ISF et on l'a appelé impôt sur la fortune immobilière, par souci d'honnêteté intellectuelle, puisqu'en effet, ça ne touchait plus que la fortune immobilière. Alors qu'en effet, si on avait gardé le mot ISF, impôt de solidarité sur la fortune, mais qu'on avait changé les critères et que ça excluait totalement ce qui était économique, investissement dans les entreprises, on aurait peut-être un peu atténué le symbole. Mais quand même, il ne faut pas se mentir, le symbole, il aurait été là, et d'ailleurs, il ressort aujourd'hui avec la taxe Zuckman. Mais il y a déjà eu d'autres tentatives. Il y a quelques années, certains ont essayé de promouvoir l'ISF vert. Et d'ailleurs, ça venait de certains qui avaient pu soutenir Emmanuel Macron à une époque, comme Jean Pisani-Ferry, ou des économistes comme cela. Bon, ça n'a pas pris, parce que, y compris, on voyait pas trop, moi qui m'intéresse à l'écologie et au rapport entre économie et écologie, je voyais pas trop ce que ça pouvait être, l'ISF vert. Alors maintenant, c'est la taxe Zuckman. Et la taxe Zuckman, pourquoi elle connaît un certain succès médiatique et politique, qu'elle va peut-être se retrouver dans le budget de l'année prochaine, donc c'est très concret, c'est parce qu'elle est assez efficace dans sa présentation. Comme on le dit souvent, un mensonge simple a plus de succès que une vérité complexe. Donc là, on dit voilà, c'est que ça touche que 1500 personnes, et puis on va juste leur prendre 2%, alors que pour eux c'est rien du tout. 2%, il leur restera toujours 98%, donc c'est pas grave. Et en fait, on sait que ça aura à peu près les mêmes effets économiques néfastes que l'ISF.
Mais justement, sur cette question-là, est-ce qu'on peut faire de la politique autrement que par punchline aujourd'hui? Est-ce que les réseaux sociaux, les chaînes d'information en continu, peut-être toute notre addiction à l'indignation, on a besoin de notre dose d'indignation Ah ça, il y a un livre qui a fait beaucoup de dégâts, c'est Indignez-vous. Alors ça, c'est sûr que tout le monde a retenu la leçon. Et c'est un tout petit livre de 20 pages ou de 30 pages, mais alors tout le monde pense que c'est bien de s'indigner à tout instant sur tout et n'importe quoi, et c'est la course à l'indignation. À droite, on se désole souvent. Oui, mais aussi, non, à droite aussi, on adore s'indigner de tel ou tel sujet. C'est la course à l'indignation, c'est la course à... Il y a même une injonction à s'indigner, parce que si on s'indigne pas, ça veut dire qu'on est insensible, qu'on est indifférent, etc. C'est catastrophique pour mener une bonne politique, parce que évidemment, c'est pas des bons diagnostics. L'indignation n'est pas en soi un diagnostic et ensuite qui donne lieu à des bonnes solutions. Et donc, oui, vous avez peut-être raison, malheureusement, il est peut-être plus possible de faire de la politique autrement qu'avec des slogans simplistes. J'ai entendu Je ne résigne pas, hein, c'est une question. Mais moi, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me suis éloigné de la politique, et surtout une des raisons pour lesquelles j'ai pas tellement envie d'y retourner, par exemple. Et j'ai entendu Jean-Pierre Raffarin, il y a déjà au moins 5 ou 6 ans, un jour sur une antenne, il posait la question, est-ce qu'il y a encore de la place dans le débat médiatique, donc politique, parce que le débat politico-médiatique, tout se tient, pour une parole modérée? Est-ce que là, je vous pose la question. À vous qui êtes aussi un observateur. Alors, moi, j'en ai pas la forme J'ai des questions à des journalistes, mais quand même. J'ai envie de vous dire, la modération, je trouve ça complètement, con. Parce que si on boit de l'eau de Javel avec modération, c'est toujours très con. Et donc, non, mais je vous réponds. Je vais faire un tout petit peu d'eau de Javel dans l'eau la rend potable, beaucoup la rend mortelle. Voilà, l'éloge de la modération. Je préfère le mot de maîtrise. Oui, ou de la complexité. Si quelque chose est bon, il vaut mieux le faire sans modération. Et si quelque chose est de toute façon pas bon, c'est pas parce qu'on le fait modérément. Oui, non, mais vous voyez ce que je veux dire. Est-ce qu'il y a encore de la place dans le débat politique français, mais pas que français, hein, on le voit dans plein de pays d'origine du monde. Vous voulez dire, mais est-ce que vous voyez ce que je veux dire? La pensée de la complexité, est-ce qu'on peut... Je n'en sais rien. Et peut-être qu'en effet, c'est les punchlines, mais à ce moment-là, travaillons. En tout cas, moi, je réfléchis à ça. Travaillons sur des punchlines qui permettent de rééquilibrer le débat, au moins qu'il n'y ait pas une espèce de rouleau compresseur médiatique, par exemple, pour toutes les inepties économiques qu'on entend à longueur de temps dans les médias. Je me permets de revenir là-dessus, parce que bien sûr, c'est une punchline que j'ai fait aussi, en me disant je trouvais que c'était complètement con. Mais parce que c'est aussi au cœur de l'ADN du macronisme, en quelque sorte, ou peut-être aussi de ce qu'était la pensée de François Bayrou. Si tous les gens de bonne volonté se donnaient la main, et puis finalement, essayons de... Mais est-ce que ça n'est pas confondre, en fait, l'objectif du compromis avec juste le fait de faire quelque chose de tiède, de dilué? Si on fait quelque chose juste de dilué, est-ce que ça peut marcher de toute façon? Parce qu'on maximise les insatisfactions. Oui, vous aviez, je crois déjà Pierre Mendès France qui disait il faut être radicalement modéré et modérément radical. Vous avez des gens qui ont dit il y a le réformisme radical. Alors on peut essayer de dire on va être... Le général de Gaulle, qui a duré un peu plus longtemps que Pierre Mendès France, était radicalement modéré ou modérément radical. Oui, mais le général de Gaulle, il avait aussi, et d'ailleurs à certains égards on vit encore sur cet héritage, d'une espèce de synthèse entre l'étatisme français, l'idée que quand même tout procède de l'État, y compris l'économie, et une logique quand même par ailleurs de développement économique plutôt capitaliste, mais il y avait cette espèce de syncrétisme entre un aspect venant plutôt de la droite sur l'économie et un aspect venant plutôt de la gauche sur le social. Oui, mais la synthèse, ça n'est pas je fais un peu de tout en même temps. J'ai une vision où je donne des coefficients de pondération, mais avec un objectif. C'est pas je fais un peu de tout en même temps, sans vraie direction, parce que finalement, politiquement, en plus, ça devient difficile à assumer. Mais par exemple, moi, je pense que dans la période actuelle, celle que l'on vit aujourd'hui, on devrait, par exemple, avoir comme mot d'ordre pour le budget de l'année prochaine, et aussi pour les suivants, de dire pas d'impôts nouveaux. Voilà. On fait avec les recettes que l'on a, et pour réduire le déficit, on baisse les dépenses. Et on s'y attaque, vraiment, on fera pas des miracles en un an, mais en 2, 3, 4 ans, on arrivera à baisser sensiblement le déficit et un jour à équilibrer le budget. Et ça, je vois à quel point, pourtant c'est un mot d'ordre simple, il n'y a pas plus simple. J'ai ressorti sur X la phrase de George W. Bush père en 1988 où il disait « Read on my lips, no new taxes » dans sa campagne présidentielle. Donc, lisez sur mes lèvres, pas d'impôts nouveaux. Eh bien, vous dites ça en France, bah en fait, ça ne fait pas du tout consensus. Ça ne permet pas d'avoir une majorité sur le budget. Là, dans quelques semaines, pour un budget pour l'année prochaine.
Moi, je trouve ça hallucinant, parce que je ne comprends même pas que l'on soit de gauche ou de droite, que l'on veuille encore rajouter des impôts sur les Français, alors qu'on a déjà le niveau d'imposition le plus élevé du monde. Pas simplement d'Europe, pas simplement avec nos voisins, non, du monde. Eh bien, dans le débat politique et médiatique, vous avez cette idée communément admise que quand même, sans doute la meilleure solution pour réduire le déficit, c'est d'augmenter les impôts. Michel Barnier, de droite, nommé Premier ministre, dit d'ailleurs, moi je vais revoir la question de pas d'impôts nouveaux, et la presse titre quasi unanime, sans doute pas Atlantico, mais quand même, Michel Barnier lève le tabou de la hausse des impôts. Moi j'avais surtout l'impression que le tabou, c'était la baisse des dépenses. C'est pas la hausse des impôts, on n'arrête pas de le faire. Et c'est vrai qu'Emmanuel Macron avait un peu stoppé ça pendant 7 ans, on va dire. Et je suis absolument sidéré qu'un consensus sur le budget en France, en 2025, se trouve potentiellement sur la hausse des impôts plutôt que sur la baisse des dépenses. Ça renvoie à une autre question, me semble-t-il, qui est la manière dont l'État utilise l'efficacité de la dépense publique. Est-ce que vous, justement, dans votre expérience, notamment ministérielle, parce que l'Assemblée nationale, c'est un peu différent. Je l'ai fait aussi à l'Assemblée, d'ailleurs. T'es malheureusement balayé par les bêtises de Mediapart, mais moi, j'avais engagé des réformes à l'Assemblée nationale pour dégager des marges de manœuvre budgétaires. C'est-à-dire, j'avais dit, on va pas demander de contributions supplémentaires à l'État, mais comme on a des projets que l'on veut financer, par exemple une agence parlementaire d'évaluation qui aurait permis d'évaluer concrètement les dépenses de l'État, l'efficacité des lois, etc. Avec le rôle d'un parlement. Voilà, je voulais qu'on ait 5 millions d'euros de budget là-dessus. Bon, sur un budget de 500 millions, ça restait modeste. Et bien, j'ai dit, on va le faire en dégageant des marges de manœuvre. Donc, j'ai engagé des réformes. Qui d'ailleurs m'ont valu évidemment quelques inimitiés parmi les syndicats de l'Assemblée et ainsi de suite. Mais c'est faisable. Et alors au ministère de l'écologie, quand j'étais ministre... Parce que c'était ma question, est-ce que vous avez des exemples en tête de la manière dont l'administration finalement bloque ces tentatives quand le politique essaie de dire faisons mieux avec le même montant, on parle même pas de réduire la dépense, juste faisons mieux avec le même montant. Enfin, la plupart du temps, le politique n'essaye même pas. Parce que moi, quand j'étais ministre, c'est pas qu'on a essayé, on l'a fait. Moi, j'ai réduit de 2800 postes les effectifs du ministère de l'écologie, net, pas simplement moins de recrutement, net, en un an, sur un effectif de 40 000, je crois, à peu près. Le ministère de l'écologie, alors comme il y avait une administration commune avec le ministère du logement, en tout, c'était 70 000, mais réellement sur l'écologie, c'était 40 000. Et donc, on baisse de 2800. Je l'ai fait, je l'ai assumé. Mais je me suis fait taper dessus par tout le monde. Je me suis fait taper dessus, bien sûr, par les syndicats du ministère, mais je me suis fait taper dessus dans la presse, qui a dit « Ah mais François de Rugy défend mal son budget. Il accepte une baisse d'effectifs. » Je me suis fait taper dessus au Parlement, y compris par mes amis politiques. « Ah mais comment le budget, on peut avoir un budget où il y a une baisse d'effectifs? Si on veut avoir une ambition en matière d'écologie, il faut augmenter les effectifs. » J'ai dit non. Déjà à l'époque, j'avais démontré, chiffres à l'appui, qu'on dépenserait plus pour l'investissement et moins pour le fonctionnement, puisqu'on investissait dans des projets notamment liés à l'énergie. Et je me suis fait taper dessus. Moi j'assume pleinement d'avoir fait ça et j'en suis très heureux. En interne, mais il n'y en a pas tant que ça, des résistances en interne, c'est pas vrai. Vous donnez les détails de comment ça s'est passé, sur quel genre de poste, parce que c'est pas sûr de voir que c'est possible. Je vais vous donner un exemple qui m'a valu là aussi des critiques à l'époque, mais il faut accepter aussi de résister un peu aux critiques, et puis quand on a le temps, alors le problème aujourd'hui, si on a des gouvernements qui n'ont pas du tout de temps devant eux, c'est sûr que c'est plus difficile, mais quand on a un mandat de 5 ans, on a le temps. Eh bien, par exemple, à Météo France. Météo France, c'est un opérateur de l'État qui est au sein du ministère de l'écologie. C'était assez facile à comprendre que plus on a des prévisions qui font appel à des supercalculateurs, et on investissait jusqu'à 500 millions dans des supercalculateurs d'ailleurs qui sont fabriqués en France. Une petite fierté française que des très gros ordinateurs pour la météo sont fabriqués à Angers par ce qui était Atos. Eh bien, on réduisait les effectifs humain, parce que la machine est capable de faire des choses d'abord qui vont beaucoup plus loin, beaucoup plus précises et beaucoup plus vite, et donc logiquement on baissait les humains. Bon, ça s'est fait, et d'ailleurs on vit avec ça, et on a des prévisions météo qui sont meilleures aujourd'hui que celles qu'elles étaient il y a 10 ans. À l'époque, je me suis fait taper dessus par certains syndicats et certains partis politiques comme LFI, particulièrement de mauvaise foi, parce que quand il y a eu des très grosses inondations dans le sud de la France, dans l'Aude, il y a eu évidemment malheureusement des victimes, et on m'a dit « Ah, c'est parce que on n'a plus des bonnes prévisions, parce que vous avez réduit les effectifs. » J'ai dit « Mais attendez, vous êtes fous ou quoi les alertes ont été données, etc. »
etc., etc. Bon, bah, la polémique, elle a duré quelques jours, elle est retombée, parce que c'était facile de vérifier que c'était pas le cas. Donc, il faut aussi résister. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est tout à fait faisable de réduire le nombre d'emplois publics, pas simplement les fonctionnaires, l'emploi public, qui est quand même en France beaucoup plus lourd qu'ailleurs, et dont on sait par ailleurs que dans la durée, il est en effet un facteur de blocage potentiel et d'inertie. Ben, il faut le vouloir, et c'était sous la houlette d'Édouard Philippe qui était Premier ministre à l'époque. Je peux vous dire qu'on prenait, enfin ça s'était fait avant moi, ça s'est fait après moi, mais moi quand j'étais ministre, on prenait l'ensemble des effectifs du ministère, secteur par secteur. Faut un peu rentrer aussi, faut accepter quand on est ministre, et moi j'estime que ça fait partie du job d'un ministre, de rentrer vraiment, faut pas rester à la surface des choses, pas juste sur une réunion d'arbitrage. C'est-à-dire qu'il y en a qui travaillent pas beaucoup? Je pense qu'il y a des gens, en effet, qui préfèrent, parce que c'est pas valorisé en France. D'ouvrir le capot et se dire, ça vous vaut même des problèmes. Bien sûr, de mettre les mains dans le cambouis. Mais pour moi, ça fait partie, quand vous êtes ministre, mais c'est pareil, on le fait avec Christine Morancet dans la région Pays de la Loire. Ça veut dire que, je peux vous dire qu'elle a regardé, mais service par service, secteur par secteur, où est-ce qu'on peut gagner des marges de manœuvre, soit sur des dépenses de fonctionnement type subvention, soit sur des dépenses de personnel. Et justement, moi, je trouve, j'ai bien entendu un truc que vous avez dit, qui était, c'est pas l'administration qui montrait le plus de résistance. Il y en avait, alors attention, mais pour moi, sur la question des effectifs, sur la question de l'organisation, c'est faisable. Parce que pourquoi? Pour une raison simple, les fonctionnaires, si vous réduisez le nombre de postes, eux, ils gardent toujours le même salaire, ils gardent toujours les mêmes évolutions de carrière potentielles, etc., etc. D'ailleurs, moi, je pense qu'on devrait travailler davantage. C'était déjà une idée de Rocard il y a 30 ans ou il y a 40 ans sur qu'est-ce qu'on donne comme perspective de carrière à des fonctionnaires. Est-ce qu'on leur permet d'aller travailler ailleurs? Et aussi, on est capable de recruter des gens qui viennent de l'extérieur, mais on les fait pas recommencer à zéro dans l'échelle des salaires de la fonction publique, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ou de ce qu'on fait à la Suède, je crois, c'est-à-dire de dire, mais les fonctionnaires, ils peuvent passer d'un ministère à l'autre beaucoup plus facilement, et ainsi de suite, que d'être là, arc-bouté sur le nombre de postes, l'indice, le point d'indice, et ce que les gens ne connaissent même pas en dehors de la fonction publique, le GVT. Vous savez ce que c'est, le GVT? Le glissement vieillesse technicité, oui. C'est-à-dire l'ancienneté. Bon, ce qui fait que les salaires des fonctionnaires augmentent tous les ans, même si le point d'indice n'augmente pas. Ça, les syndicats oublient toujours de le dire quand ils s'expriment dans les médias, mais un fonctionnaire, il voit toujours son salaire augmenter, même quand le point d'indice n'a pas augmenté, parce qu'il y a toujours un peu d'ancienneté. Et du coup, d'ailleurs, la masse salariale de l'État augmente par ce biais-là. Donc, on a fait, alors je vais vous donner un autre exemple qui aujourd'hui fait parler de lui, mais pas sur cet aspect-là. On a créé l'Office français de la biodiversité en fusionnant deux organismes, l'Agence française de la biodiversité et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Mais on l'a fait aussi, on a assumé que c'était pour faire un outil plus efficace et donc avec moins de monde. Et donc, avec un budget. Ça a marché, parce que quand on a créé des grandes... Ça a tellement bien marché qu'en effet, il y a des gens que ça dérange. Mais ça a plutôt bien marché, oui, bien sûr. Non, mais il y a parfois des réformes, quand on regarde l'historique de la réforme de l'État, les grandes régions, par exemple. Oui, ça, c'est des bêtises. Oui, mais ça, c'est fini par créer plus d'administration pour faire vivre ensemble l'administration d'ancienne. Non, mais ça, c'est la bêtise française, et à laquelle, malheureusement, les mandats d'Emmanuel Macron n'ont pas échappé, de croire que, en faisant deux gros établissements type, allez, on va prendre un exemple, Radio France, France Télévisions, deux gros trucs déjà difficiles à gérer et à gouverner, déjà très chers, on va les mettre ensemble et on aura un truc plus gros qui sera... Non, ça marche pas. Moi, mon exemple sur l'Office français de la biodiversité, c'était pour dire que, en fait, on avait des agents d'un côté qui faisaient, par exemple, la police de l'eau et de la pêche. Et on avait d'autres agents de l'autre côté qui faisaient la police de la chasse. Parler de ça parce que c'est intéressant. Ouais, ils faisaient la police de la chasse. Et donc, il y en a qui avaient juste le pouvoir de faire la police de la chasse. Pourtant, ils passaient à côté d'un cours d'eau où ils pouvaient croiser les pêcheurs, et vice versa. Donc, on a dit, les agents, ils vont faire les missions des uns et des autres. Donc, on en aura besoin d'un peu moins et on aura un service qui sera plus important. Au point qu'en effet, aujourd'hui, ça crée des frictions sur les territoires. Mais ce qu'il faudrait, c'est non pas se dire, est-ce que la structure elle est plus ou moins grosse, mais surtout, est-ce qu'il y a plus ou moins de personnes dedans après? Et à ce moment-là, on dirait, on a fait quelque chose qui coûte moins cher à l'État. Et quand les gens, d'ailleurs, disent le train de vie de l'État, en fait, on entend beaucoup ça dans les débats. Ah, mais il faut réduire le train de vie de l'État. Tout le monde n'entend pas la même chose. Il y en a, ils pensent, c'est les voitures, c'est les appartements de fonction, pourquoi pas, et ainsi de suite. Mais en réalité, pour moi, c'est le poids de l'État et de la sphère publique dans son ensemble
dans l'économie française. Et il faut le réduire. Mais est-ce que justement un des échecs du macronisme, mais pas seulement du macronisme, hein, un des échecs français, mais bref, Emmanuel Macron avait promis que lui arrivait avec une vision nouvelle, avec des jeunes, parce que les jeunes sont censés être toujours plus efficaces que les vieux. Plus innovant, parfois. Oui, mais enfin, est-ce que c'est vraiment lié à l'âge? Pas toujours. Mais parce qu'il y a la crise de la dette, mais est-ce que la crise de la dette est la cause ou est-ce qu'elle n'est pas juste la conséquence d'une autre crise dont on se garde bien de parler, qui est celle du management public, enfin de la décision politique et du management public, parce que c'est ce que vous nous décrivez. C'est aussi parce que l'État ou ses équipes ou les administrations savent très mal manager leurs agents, ce qui explique aussi l'absentéisme dans la fonction publique à un certain degré, parce que les gens sont malheureux, parce que leurs carrières ne sont pas gérées, leurs objectifs ne sont pas gérés. Est-ce que ça, vous avez essayé de vous attaquer? Ou est-ce que vous comprenez en tout cas pourquoi on n'y arrive pas? Pourquoi est-ce que l'État français est aussi bloqué là-dessus? Alors, c'est très compliqué, c'est plus compliqué au sein de l'État que dans les entreprises. Ceci dit, j'observe Dans les activités actuelles, voilà, que une entreprise est grande, plus elle génère aussi de l'inertie. Mais c'est vrai que là, on a le choix de gaspiller. Voilà, il y a une corde de rappel qui s'appelle le marché et qui s'appelle à un moment donné le compte de résultat. Même qui s'appelle la liquidation. Voilà, le compte de résultat. C'est-à-dire que s'il est systématiquement déficitaire, en effet, ça va se finir en liquidation. Non, mais et d'ailleurs, c'est important de le dire ça. Les salariés d'une entreprise privée, ils sont conscients de ça. Même quand ils sont souvent avec des affrontements ou en tout cas des divergences d'intérêts avec leurs dirigeants ou leurs actionnaires, ils savent quand même que si ils ne font aucun effort et que l'entreprise va dans le ravin, eh bien, eux, ils iront avec. Les syndicats aussi. La CGT signe la plupart des accords. Voilà, alors que dans le public, c'est pas le cas. Dans le public, une entreprise publique, je parle même pas de l'administration, mais une entreprise publique comme la SNCF, comme la RATP, comme EDF, Air France, c'est un peu différent parce que elle est moins publique qu'autrefois, mais quand même, les agents qui sont en interne, les salariés, ils se disent toujours, l'État sera là. On est adossé à l'État, donc même si on a, par exemple, un taux d'endettement énorme, comme c'était le cas de la SNCF, comme c'est le cas toujours d'EDF, c'est pas grave, on est adossé à l'État, à la fin, on ne nous laissera pas tomber. Dans l'administration également, c'est le cas, bien sûr, les opérateurs de l'État, c'est pareil, les collectivités locales, c'est pareil. C'est pour ça que moi, je suis partisan d'ailleurs de réduire le volume de l'État. Je pense que la réforme de l'État qu'il faut mener, c'est quand même d'abord et avant tout d'en réduire le volume. Parce que tant qu'on ne réduit pas le volume, on garde toute cette inertie et tout ce sentiment que ont des millions de gens, parce que les fonctionnaires et les salariés des entreprises publiques en France, ça représente déjà rien que la fonction publique, tout confondu, c'est 5 millions. Donc, et donc, ça fait déjà une énorme différence avec ceux du privé, alors que si on réduit, on aura déjà moins ces phénomènes-là. Mais en plus, sur le management public, le management de l'État, je pense qu'en effet, on pourrait améliorer les choses, mais il faudrait accepter de s'attaquer à la question des statuts. Et ça, c'est vrai que c'est plus compliqué parce que là, ça suscite tout de suite une grosse crispation, plus forte que sur l'emploi ou l'organisation, chez les syndicats, mais pas seulement chez les syndicats, chez les agents aussi eux-mêmes. Et donc, il faut vraiment réussir à leur montrer qu'il y a des perspectives d'amélioration pour eux-mêmes, pour qu'on puisse débloquer ça. Et là aussi, je pense que si on a des structures moins grosses, on aura quelque chose qui sera plus faisable. Pensez seulement, les gens, on n'en parle jamais, l'assistance publique des hôpitaux de Paris. 100 000 personnes. Mais vous pouvez mettre n'importe qui à la tête de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, il n'arrivera jamais à réformer le management, tout ça. C'est pas vrai, c'est trop gros. Il y a parce qu'il y a beaucoup de cadres, parce que c'est aussi une réalité de l'administration, c'est qu'en proportion, il y a beaucoup de cadres. Le nombre de très hauts fonctionnaires a beaucoup augmenté ces dernières années. Dans les hôpitaux, on le sait, il y a de plus en plus de cadres, de direction. Il y a moins de personnel soignant. Oui, mais c'est surtout que vous avez la personne. Moi, c'est un jour un professeur de médecine. C'est pas une infirmière ou une aide-soignante qui me l'a dit. Professeur de médecine qui fait de la recherche, mais qui fait aussi des soins, qui est dans un hôpital parisien et qui était en fin de carrière et qui m'a dit, mais moi, je ne parle plus jamais à ceux qui décident. C'est-à-dire que ceux qui décident dans mon établissement, la PHP, eh bien en fait, je ne suis jamais en contact direct avec eux. Il y a tout un tas de strates parce que quand même, c'est une grosse structure. Je suis convaincu, moi, que si on redécoupait, alors ça créerait évidemment des tensions, mais si on redécoupait avec des établissements qui seraient de fait à taille plus humaine, en fait, on aurait des systèmes plus efficaces. Ça, vous avez essayé de le, entre guillemets, vendre au sein de la Macronie quand vous étiez justement ministre ou bref, quand vous en étiez l'un des piliers.
pourquoi on n'y arrive pas? Parce qu'Emmanuel Macron, en quelque sorte, il a contourné le problème avec McKinsey. Il a dit, de toute façon, on n'y arrive pas, donc je vais m'adresser à des consultants extérieurs, ils sont plus souples, mais c'est une illusion. Je rebaptise l'ENA, mais ça reste l'ENA. Enfin bon, Oui. aussi. Non, moi, je pense qu'il y a deux choses. D'abord, je l'ai dit un jour au président, j'ai dit, je crois que je suis plus libéral que toi. Pourtant, moi, je viens de la gauche et j'assume le fait de venir de la gauche, etc. Vous voyez, vous êtes d'accord avec moi? Mais alors, avec des cas concrets, d'ouverture à la concurrence, de choses très concrètes dans les domaines qui étaient les miens quand j'étais ministre de l'écologie, en l'occurrence sur les sujets d'énergie. Bon, voilà, c'est comme ça. Et puis, l'autre chose, c'est que on en revient quand même à une question... Mais qu'est-ce que vous répondez? Un peu ce que vous avez vous-même dit tout à l'heure, c'est-à-dire, ah oui, mais on brûle beaucoup de capital politique en voulant faire des réformes. Par Je exemple, dis qu'il fallait pas les faire, je dis qu'il fallait les faire de manière plus maligne. lui, il prenait l'exemple de l'ouverture à la concurrence dans le secteur ferroviaire. On l'a fait, moi j'étais pas encore ministre, mais j'étais tout à fait pour en 2018. Et c'est vrai que ça a quand même fait des grèves, des blocages, des ceci, des cela. Et en tant qu'utilisateur du train, enfin moi je le suis, j'ai pas vous, que ce soit au niveau national ou au niveau régional, on le voit tout juste aujourd'hui. Et nous sommes en 2025. C'est-à-dire 7 ans plus tard, on voit tout juste, ah tiens, il y a quand même un train, ah celui-là, il n'est pas avec le sigle SNCF dessus. Bon, il y en a très peu. Et puis, dans les TER, les régions à qui on a donné cette possibilité-là, elles ont presque toutes, pas simplement celles de gauche. Et attendez, on va attendre, et puis si on n'attend pas, de toute façon, on va faire des procédures, mais à la fin, on redonne à la SNCF. Donc finalement, ça change rien. Donc lui, il avait un peu anticipé ça en disant, bah oui, on fait une réforme qui nous coûte assez cher en termes de tension sociale, de grève, de polémique dans les médias, donc même en termes de popularité. Et à la fin, le résultat, c'est quoi? On ne le voit pas. Donc, on ne valorise pas en France le fait que quand on change les organisations, en fait, on permet, que ce soit aux Français, en tant que citoyens, en tant que consommateurs ou en tant que salariés, du public y compris, d'avoir les nouvelles opportunités. Très bon point. On le voit Enfin, pas. je pense que sur la SNCF, on aurait pu faire en sorte que ça aille beaucoup plus vite, sauf que dès qu'on a voulu le faire, tous les compromis successifs pour quand même sortir de la grève consistaient à repousser à plus tard le fait d'avoir les effets. Très bon point, on en revient à la modération. Est-ce que de toute façon, je vous parle pas forcément de contenu, mais au moins de méthode, de contenu idéologique, mais de méthode, est-ce qu'il faut faire du Javier Milei? Non, mais quand je parlais de la modération, je parlais par rapport au populisme. Je parlais plutôt de la complexité versus le simplisme. Mais sur le Javier Milei... Toujours pas la même idée que la modération. Non, je sais pas. Je connais pas assez l'Argentine, donc je me prononcerai pas. Mais sur la méthode, sur le fait d'y aller... En tout cas, je peux vous dire que ce qu'on fait à notre échelle, c'est modeste, c'est à l'échelle d'une collectivité régionale. Ce que je veux dire par là, c'est si de toute façon, même faire peu, ça génère beaucoup de blocage, pourquoi ne pas y aller carrément? C'est vrai, même si, encore une fois, les médias, pas tous, mais quand même beaucoup, survalorisent les conflits, survalorisent la moindre contestation, opposition, révolte, en colère. Puis alors, il suffit que quelqu'un dise « je suis en colère » et déjà, on considère que sa parole est plus légitime. Et il va en plus dire « mais moi », il va peut-être dire des choses qui sont fausses, mais c'est pas grave, il ne sera pas contredit dans la sphère médiatique et c'est sa parole qui sera valorisée déjà sur le moment. Premier problème. Deuxième problème, ensuite, du coup, il va y avoir une pression pour dire faites retomber ces tensions, ces colères, ces grèves, ces mouvements de protestation. Donc faites des compromis. Donc votre projet vicieux, vous allez le raboter. Mais est-ce que ça, c'est pas aussi... Enfin, je sais pas qu'il est plus facile les conseils. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Exactement. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une myopie, justement, dans cet environnement de réseaux sociaux, de chaînes d'infos, entre confondre un mouvement social comme celui sur les retraites, où là, il y avait vraiment le corps social mobilisé, qui ne voulait pas d'une réforme massivement, et moi je ne crois pas, tout libéral que je puisse être, qu'une réforme imposée au corps social puisse produire des effets, et d'autres protestations qui sont extrêmement bruyantes, mais qui sont loin de refléter la majorité des Français. Sans doute, mais on mélange tout finalement si on est scotché sur un écran. En tout cas, il faut, moi je pense, ça j'ai tiré cette leçon, alors je sais pas si un jour je serai amené à exercer des responsabilités, sans doute pas, mais si j'avais un conseil à donner... J'essayais pas, mais... Oui, mais si j'avais, en l'occurrence, si j'étais président de la République, c'est sûr que je me dirais, il faut absolument avoir une vision, déjà, est-ce qu'on veut, par exemple, je pense pas que c'était si clair quand Emmanuel Macron a été élu. Est-ce qu'on veut, oui ou non, réduire le poids
de la sphère publique dans l'économie. Mais ça Déjà. n'était pas clair, au contraire. Moi, je pense que oui, mais c'est pas clair. Est-ce qu'on veut mettre plus ou moins de concurrence? Moi, je pense qu'il faut en mettre plus. D'ailleurs, Emmanuel Macron... Mais pas n'importe où. Je pense que la concurrence, c'est bon dans à peu près tous les domaines. Ah si, vous voyez, parce que quel domaine vous voulez pas mettre de concurrence? Par exemple, si vous avez un seul producteur d'électricité, on peut mettre toute la concurrence qu'on veut. À l'arrivée, vous avez un seul producteur d'électricité. Oui, mais ça se change, par exemple. Ah non, mais ça, justement, ça, si vous voulez, mais là, il faut une émission. Oui, Rien sur ces sujets-là. Rentrer dans le mais justement, en France, on fait tout pour qu'il n'y en ait qu'un seul. Mais si on ouvrait. Mais Emmanuel Macron a fait quelque chose quand il était ministre de l'économie. Je dis des transports parce que c'était un sujet de transport. C'est les cars Macron. On a complètement oublié, d'ailleurs. Bon, à l'époque, polémique, ça va tuer le ferroviaire, c'est un scandale, etc., etc. 10 ans plus tard. On est 10 ans plus tard aujourd'hui. Certains ont fait le bilan. Un usage massivement adopté par les grands médias s'y intéressent pas, mais il y a quelques personnes un peu spécialistes qui ont fait le bilan. Qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, il n'y a pas eu 10 compagnies de cars en France, voilà, parce que comme il n'y a pas de déficit subventionné, faut que quand vous remplissez votre car, ça paye le coût du car, du chauffeur, du carburant, des péages sur autoroute et ainsi de suite. Donc d'ailleurs, vous faites pas rouler de cars vides ou aux 3 quarts vides. Donc déjà, par exemple, la question écologique, elle est réglée. C'est des transports en commun qui sont remplis, contrairement à plein d'autres transports en commun qui circulent aux 3 quarts vides. Ensuite, donc vous avez 2 compagnies, donc il y a toujours de la concurrence. Vous avez 2 compagnies et vous avez des prix qui sont plus bas que ceux du train, qui sont entre en gros le covoiturage et le train. Le temps de parcours, il n'est pas très bon, ça c'est sûr, parce que un car qui s'arrête plusieurs fois sur un trajet, il va aller moins vite qu'un train ou qu'une voiture particulière qui va directement, mais ça reste acceptable. Ça a trouvé son marché. Il y a je sais plus combien, je crois, 10 ou 15 millions de personnes de voyages. Gaz massif. Donc voilà, c'est un exemple. Et on se dit, d'ailleurs, aujourd'hui, mais c'était pas possible il y a 10 ans. Mais pourquoi? Parce qu'on avait peur que ça nuise au train. Ridicule. Le train, d'ailleurs, a continué sa croissance aussi de fréquentation pendant cette période-là. Rien à voir. C'est par rapport au trafic ferroviaire, c'est rien, d'ailleurs. Eh bien, cet exemple-là, je suis sûr qu'on peut le mettre dans plein de domaines. Mais on ne le fait pas parce qu'on ne veut pas s'attaquer à des résistances, parce que bien sûr, à chaque fois, il y a des résistances. Mais une fois que moi, je prenais l'exemple des télécoms. Je disais aux gens, mais vous vous souvenez de la période où il n'y a qu'un seul opérateur de télécom? Il y avait moins de services et c'était plus cher. Certes, il y a eu une révolution technologique entre les deux, mais quand même, on aurait pu continuer avec un seul opérateur. On en a 4, il y a beaucoup de concurrence, on est un des pays d'Europe où les prix sont les plus bas et les gens utilisent d'ailleurs à foison, qu'ils soient de gauche, de droite, d'ailleurs, des jeunes, des vieux, tout le monde utilise les téléphones mobiles, tout le monde utilise Internet et est bien content que ce soit au forfait et que ce soit pas à la minute de communication comme c'était quand moi j'étais petit. Donc ça, il faut le dire, il faut dire la vision et puis ensuite, il faut tenir quand il y a en effet des contestations. Il faut réussir à passer. Pour moi, oui, parfois, faut être un peu tactique, hein. Mais en revanche, il faut pas trop s'éloigner de l'objectif, parce que sinon, évidemment, on n'a pas de résultat. Et moi, je pense que le drame, d'ailleurs, de la vie politique française, c'est que les gens, bien sûr, ils contestent chaque réforme l'une après l'autre. Elle est l'objet de contestation. Mais en fait, l'insatisfaction majeure, elle est sur le fait que tout un tas de choses ne marchent pas. Et si on les réforme pas, elles marcheront pas mieux. Je veux dire, ça, c'est quelque chose qui est quand même assez facile à comprendre. Ça marche toujours moins. L'histoire de l'hôpital, c'est quand même intéressant. Plus personne n'en parle. Au moment du Covid, en 2020, tout le monde dit « Oh là là, il y a un problème à l'hôpital public ». On découvre, il existait depuis longtemps. Et Emmanuel Macron, président de la République, dit « On va faire un effort pour l'hôpital ». Il demande à son ministre de la Santé, qui s'empresse de faire un Ségur de la Santé, parce que on reprend l'adresse des ministères. Et il dit, on pourrait retrouver l'interview d'Olivier Véran dans le journal du dimanche, d'ailleurs, je crois. Il dit « Mais attendons, ce sera donnant-donnant ». Moi, je veux qu'on fasse un effort sur les salaires, en gros, de tous les personnels de l'hôpital public, mais en échange, il faudra qu'il y ait des réorganisations, etc. Bon, la négociation s'est faite. Donnant. Voilà, il y a eu des salaires, il n'y a pas eu le reste. L'année où ça a été fait, 8 milliards d'euros. À la fin du quinquennat, c'est en 2022, pour le budget 2023, 12 milliards d'euros. Parce que, évidemment, quand vous faites des augmentations de salaire, au fil du temps, ça coûte de plus en plus cher. Aujourd'hui, je sais pas combien c'est, mais je pense qu'on serait à 15 milliards, je serais pas étonné. Donc, ça veut dire qu'on a dépensé 15 milliards d'euros en plus. Pour rien. Si, pour l'argent concerné, voilà. bien sûr. Mais il y a toujours l'insatisfaction des personnels.
C'est-à-dire que les personnels ne sont pas plus heureux dans leur travail, sont toujours mécontents du fonctionnement de l'hôpital public. Il y a toujours des queues à certains jours dans certains hôpitaux aux urgences. Il y a toujours des endroits où on ferme des services parce qu'il n'y a pas assez de soignants. Enfin, tout ça, cette insatisfaction générale, pourquoi ? Parce qu'on ne s'est pas attaqué au fonctionnement du système. Mais parce qu'il y a un énorme tabou, et on le voit dans les rapports de la Cour des comptes, sur la productivité justement des agents de la fonction publique, que ce soit dans l'hôpital, dans la police. On a aussi beaucoup de discours en disant regardez, ce sont des gens, et bien sûr qu'ils sont courageux, bien sûr qu'ils sont dans des situations difficiles, etc. Mais c'est valable aussi dans l'éducation nationale, en termes de productivité, et c'est pas mettre en cause les personnes, mais si on raisonne en moyenne, il y a un vrai problème, et personne n'ose le dire, parce qu'on fait comme si les fonctionnaires n'étaient que des héros du quotidien et du service public. Et d'ailleurs, moi, je pense que les fonctionnaires sont en grande partie victimes d'un système sur lequel ils n'ont pas prise. Alors parfois, ils en sont complices parce que les syndicats défendent des positions que eux-mêmes valident lors des élections syndicales. Mais globalement, c'est la responsabilité du pouvoir politique de se dire, on veut une meilleure santé. On n'a jamais autant dépensé parce que régulièrement, on entend dans les médias, ah oui, il y avait toutes les économies qu'on a faites sur l'hôpital. Quelles économies ? Il suffit de regarder les statistiques. Moi, j'avais vérifié pendant le Covid, mais alors ça s'est sûrement pas changé depuis, bien au contraire. On n'a jamais dépensé autant aujourd'hui dans l'hôpital public, je parle même pas de la santé en général, dans l'hôpital public, depuis qu'il existe. La seule période, j'avais vérifié, où il y a eu une légère baisse très légère des effectifs, c'est en effet sous la présidence de Nicolas Sarkozy, puisqu'à l'époque, il y avait vraiment une volonté de le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 qui part à la retraite. Mais c'est la seule période, elle a été très courte. Et donc, de fait, on n'a jamais autant dépensé, et pourtant, il y a une insatisfaction qui, manifestement, n'a jamais été aussi élevée. Donc, il faut changer le système, et moi, je pense d'ailleurs qu'il faut aussi avoir le courage de dire qu'il faut donner plus de place aux organismes privés. En plus, en France, on a la chance d'avoir du privé lucratif, avec y compris des groupes de santé qui ont atteint une certaine efficacité, et du privé non lucratif avec les mutuelles. Donc en plus, on a la capacité à transférer un certain nombre de missions, voire d'établissements d'ailleurs, du public vers ce type d'organismes qui sont déjà constitués, qui ont déjà démontré leur efficacité. On ne le fait pas, pour moi, par idéologie pour certains, qui préfèrent le public, par idéologie, et puis par faiblesse pour d'autres, parce que, évidemment, au moment où vous allez le faire, ça va frotter. Moi, j'ai l'impression que votre parole, elle est très libérée. Est-ce que, paradoxalement, l'affaire qui a été le nœud dans votre carrière du homard, elle vous a pas libéré? Et pour rappeler aux gens, parce que tout le monde ne s'en souvient peut-être plus, une histoire de, un peu, à mon avis, de corne-cul sortie par Mediapart sur ce que vous pouviez servir une histoire de manipulation pour m'abattre, qui a bien marché d'ailleurs, malheureusement, et qui, il suffirait de demander, mais ça, ils diront jamais, à Mediapart leur source pour savoir d'où ça vient. Mais, non, mais juste pour aller au bout, pour que les gens, parce que tout le monde ne l'a pas forcément. Malheureusement, tout le monde s'en souvient de cette histoire des fauteuils de homard, etc. Les repas supposément somptuaires que vous serviez en tant que président de l'Assemblée nationale. Il suffisait de regarder ce que faisaient mes prédécesseurs, ce qui s'est fait après. Moi, j'ai baissé les frais de réception quand j'étais président de l'Assemblée. Enfin, passons. Ce qui est, sans doute, on a une parole plus libre en France. C'est un peu dommage d'ailleurs. Quand on n'est plus en campagne électorale, en gros, quand on n'est plus en responsabilité. C'est ça. Pas que ça, oui, alors moi je ne suis pas non plus à dire, certes, parfois on dit à quelque chose malheur est bon, etc. Mais enfin, moi j'aurais préféré rester ministre plus longtemps parce que je pense que j'aurais changé plus de choses et j'aurais démontré un certain nombre de choses concrètement, alors qu'en 10 mois, évidemment, c'est un peu plus difficile de le faire. Mais ce qui est sûr, c'est que, en revanche, et c'est pour ça que je ne regrette pas. Peut-être n'étais-je pas assez attentif à l'époque, mais je ne me souviens pas vous avoir entendu avec cette énergie-là dans l'envie de... Oui, alors sur certains sujets, je le disais déjà, par exemple la concurrence dans le ferroviaire, je me suis battu, d'ailleurs des gens étaient surpris parce que ils disaient vous êtes président de l'Assemblée nationale et vous battez là-dessus presque plus, enfin plus ça c'est sûr que le ministre de tutelle de l'époque qui était Nicolas Hulot, qui était aux abonnés absents, et presque plus que la ministre des Transports, Elisabeth Borne, qui elle était surtout soucieuse évidemment d'essayer de trouver un accord avec les syndicats. Donc moi j'avais déjà, je pense ça. Après c'est sûr qu'aujourd'hui, avec cette expérience, parce que je m'appuie sur cette expérience, parce que sinon c'est trop facile de dire il y a qu'à Faucon. Moi, je peux dire voilà ce que j'ai fait. Oui, on rencontre des difficultés. Oui, parfois on échoue, mais on peut aussi réussir. Il n'y a pas de fatalité. Arrêtons aussi avec cette idée qui est répétée parfois par les politiques. D'ailleurs, la France est irréformable. Ah non, mais c'est impossible.
Bah, je pense que si on prend un petit peu qu'on a une vision, qu'on prend un peu d'énergie, qu'on fait le dos rond, on y arrive. Et tout à l'heure, on m'avait pas laissé dire à une échelle. Je vous ai rien empêché. Non, mais à une échelle plus modeste, qui est la région des Pays de la Loire, qui est une collectivité qui en gros a 3000 agents, qui a un budget d'un peu moins de 2 milliards, etc. On a réussi, sous l'impulsion de sa présidente, Christelle Morançais, à réduire vraiment assez rapidement les dépenses de fonctionnement pour préserver les dépenses d'investissement, et on est capable, dans le temps, de tenir sur cette ligne. Et je constate que c'est faisable. Je suis aujourd'hui en plus dans son exécutif, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Je suis vice-président à ses côtés et je le vois, on a tous les documents budgétaires, on a tout ça. C'est faisable. Les autres collectivités, la plupart, si vous les interrogez, de gauche ou de droite, non, c'est pas possible. Oh, non, on peut pas, on est à l'os. Vous savez, cet argument, par exemple, on est à l'os. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les agents publics, qu'ils soient fonctionnaires ou contractuels de la fonction publique territoriale, leur nombre a augmenté 3 fois plus vite que la population française en 25 ans. C'est pas normal. Rien ne justifie cela. Et donc, évidemment que quand on veut le faire, on trouve quand même des marges de manœuvre. On n'est pas prisonnier. Rien que la question du volume de l'emploi public, tous les ans, il y a des départs à la retraite. J'ai vérifié récemment le chiffre pour l'État. Rien que pour l'État, il y a 65 000 départs à la retraite par an en moyenne ces dernières années. Oui, François Bayrou pensait que c'était 300 000. Oui, non, mais 65 000. Si vous dites on est sur un fonctionnaire sur deux, ce que c'était l'idée, on pourrait aussi dire zéro, mais enfin bon, admettons qu'on ait quand même un renouvellement d'1 sur 2, bon, bah vous avez un peu plus de 30 000 fonctionnaires en moins tous les ans. Ça fait une dépense, j'imagine, par an, qui doit être entre 1,5 milliard et 2 milliards, rien que là-dessus. Mais après, c'est moins de bureaux, après, c'est moins de dépenses de fonctionnement de l'administration, et puis c'est aussi moins de lourdeur, donc c'est moins de blocage. Donc ça a des effets positifs dans le temps sur l'ensemble de l'efficacité du système. Et je le dis, moi, sur l'économie française, moi, ce qui me désole, alors ça, c'est aussi peut-être grâce à mes activités depuis 3 ans aux côtés des entreprises privées, c'est que dans le débat public et politique français, en fait, l'économie n'est pas au centre. Pas du tout. L'idée, est-ce que on fait du développement économique? C'est pas du tout au centre. Bien sûr, mais ça peut nous mener à différents endroits, parce qu'il y a aussi la décroissance, une idée chère, une famille politique à laquelle vous avez appartenu. Mais juste, il y a un endroit où ça a marché, pour le coup, le non-remplacement, c'est chez les macronistes, ou en tout cas chez les marcheurs, chez ceux des gens de la société civile qui ont cru à cet espoir-là. Et j'imagine que vous en avez connu. J'imagine que vous en voyez toujours. Qu'est-ce qu'ils ont retiré, eux, de cette expérience en politique? Et est-ce que ça veut dire que finalement, c'est un peu vain d'imaginer que le salut puisse venir de ce qu'on appelle la société civile? Les leçons tirées par les personnes elles-mêmes. Après, il faudrait aussi demander aux Français quelles leçons ils tirent de tout ça. Et sans doute qu'ils n'auraient pas tous le même avis. Les personnes concernées elles-mêmes, je pense, n'ont pas toutes le même avis parce que dans leur parcours, ils auront quand même eu la chance, parce que moi j'estime que c'est quand même une chance, même un mandat de député. Une fois dans votre vie, vous êtes député pendant 5 ans. Si vous regardez en France, il n'y a quand même pas beaucoup de monde qui ont la chance dans leur vie d'être au moins ils sont de pouvoir reprendre le fil d'une carrière. Tout à fait. Pas difficile. Ce qui est loin d'être. Voilà, mais ça, c'est aussi un problème français, c'est qu'on adore enfermer les gens dans des petites cases. Puis alors surtout la case politique, une fois que vous y allez, c'est très difficile d'en ressortir, paradoxalement. Donc d'ailleurs, on incite plutôt les politiques à essayer de durer avant tout, à rester dans la carrière politique. Bon, c'est quand même dingue. On a des règles, y compris, c'est pas qu'une question culturelle. On a mis en place des règles qui font qu'aujourd'hui, on rend beaucoup plus difficile le passage du privé au public, et encore plus du public au privé. Ce qui est quand même grave, parce que ça veut dire que on a tendance à scléroser la démocratie, on a tendance à décourager même les gens de s'engager, ce qui est dommage. Après, moi, j'ai jamais pensé que la société civile, c'était une espèce de recette miracle qui allait tout changer. Ça, s'il y a des gens qui ont cru ça, en effet, c'était quand même une illusion. Il y en a qui y ont cru. Et moi, j'ai toujours se sont engagés. C'est respectable. Moi, j'ai toujours revendiqué que j'étais un professionnel de la politique quand je faisais de la politique, parce que je pense qu'une certaine professionnalisation est aussi utile pour être efficace. Après, ce qui était bien, c'est qu'il y ait du renouvellement, mais c'est pas en soi
c'est pas ça qui en soi produit des résultats. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui a sans doute été négligé, peut-être par Emmanuel Macron lui-même d'ailleurs, en tout cas dans l'analyse notamment de son premier mandat, c'est qu'il est arrivé au pouvoir, contrairement à ses prédécesseurs qui avaient souvent une longue carrière, enfin toujours même, une longue carrière politique derrière eux, qui donc avaient travaillé avec des gens, même quand ils étaient dans l'opposition. Qui connaissaient des vrais gens sur les marchés. Alors il y avait ça, mais ils connaissaient aussi l'appareil d'État de l'intérieur, avec des tas de hauts fonctionnaires. Avec les aussi, voilà. Parce qu'ils avaient rencontré des commissaires. Et donc, ils pouvaient se mettre en mouvement avec des gens qui allaient les aider à réaliser leurs choix politiques, alors qu'Emmanuel Macron, il n'avait pas ça. Et donc, il a essayé de recruter vite fait. Il y a toujours des fonctionnaires qui sont partants, mais ils n'avaient pas le même état d'esprit. Et puis, il y en avait quand même d'autres, par ailleurs, aussi, qui étaient dans l'idée... Dans une génération de l'ENA, une promo, la sienne. Non, si vous regardez, il y a aussi des gens qui avaient des longues carrières préfectorales, des choses comme ça. Mais sauf que c'était disparate. Les personnes n'avaient pas le sentiment d'avoir, de fait, partagé des choses, travaillé ensemble pendant un certain nombre d'années dans l'opposition ou dans d'autres précédentes... Même la loyauté, ça s'apprécie dans le temps. Oui, puis le fait d'avoir, et ça se retrouvait aussi chez les députés, vous aviez 300 députés qui, pour la plupart, ne se connaissaient pas entre eux. Moi, d'ailleurs, je suis arrivé, j'étais un des rares. On était 10% à avoir été élus dans le précédent mandat. Et en fait, la plupart de ces députés, je ne les connaissais pas. Et certains, je les avais juste croisés pendant une réunion de campagne, pendant les quelques mois qui avaient précédé l'élection d'Emmanuel Macron. Donc, c'est sûr que ça, c'est quelque chose qui ne favorise pas le fait de partager la même vision, comment il faut faire et ce qu'il faut faire. Et au-delà de la professionnalisation, est-ce que la politique... c'est pas aussi une affaire d'assumer une forme de violence? Je vais vous poser la question telle que je le pense. Moi, je me souviens quand vous avez démissionné, je me souviens avoir été amené à commenter en long, en large, en travers cette fameuse affaire avec des révélations tous les jours que je trouvais parfaitement ridicules. Bref, je me suis dit, mais pourquoi démissionne-t-il? Il est trop gentil. Parce que finalement, et notamment si on le compare, et si je le compare aujourd'hui avec ce qu'on a pu voir à l'Assemblée nationale, vous êtes élu, vous venez de la Loire-Atlantique, vous pouvez parler d'Andy Kerbrat, ce député LFI qui avait acheté de la drogue sur ses frais de mandat. Bref, il y a différents exemples, on s'en fiche à la limite de ce que sont les uns les autres. Il m'a même attaqué récemment sur X, ça j'ai dit que là vraiment, bon, je peux même pas lui répondre, mais je me suis dit vraiment il manque pas d'air. Ouais, mais est-ce qu'avec le recul, vous n'êtes pas dit, mais en fait j'ai été trop honnête? Enfin, trop honnête, si tant est que le concept puisse exister, mais... Sans doute. Enfin, moi, peut-être trop loyal. C'est pas pour vous servir la soupe, parce que mais, moi, je l'ai fait, la démission, je l'ai dit à l'époque d'ailleurs, parce que je voulais pas gêner l'action politique du président et du gouvernement. Parce que je voyais bien que, allez, dès que je ferais une sortie... Oui, d'accord, mais Richard Ferrand, il a fini au Conseil constitutionnel. Et d'autres, voilà, lui aussi. Non, mais même d'autres, ont tenu à toute force, bon... Moi, je trouve ça un peu dommage, d'ailleurs, quand même, pourtant, je suis pas là à glorifier l'honneur, les chevaliers blancs, etc. Mais je trouve ça un peu dommage que maintenant, on valorise plus ceux qui tiennent envers et contre tout, qui utilisent les procédures possibles et imaginables, etc. Alors que moi, je trouverais, mais c'est pas du tout ce qui se fait malheureusement, que on pourrait se retirer temporairement, histoire de faire retomber justement cet emballement médiatique complètement délirant et complètement, pour moi, hors sujet. Par ailleurs aussi, pour dire, voilà, je suis pas en train et ensuite de dire, on est capable de revenir parce que, et la tête haute sans que ça ait créé des difficultés pour le gouvernement. C'est pas le cas, c'est moi, je suis pas en train de défendre... Mais vous avez raison sur un point. Ou les désordres personnels ou le fait de se livrer à des activités. Je disais juste que, dans votre cas, l'affaire, elle était quand même assez absurde. Ah, mais... Et c'est pas assez. Je suis pas en train de dire quelqu'un qui est mis en accusation pour détournement de fonds publics, il a qu'à tenir et c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est ce qui se passe. Mais néanmoins, je pense que indirectement, et je n'y suis personnellement pour rien, j'en ai été que l'agent involontaire, je pense que ça a été un point de bascule d'ailleurs. Il y a eu un tel emballement autour des mises en cause dont j'ai fait l'objet, qui a été mesuré, c'est-à-dire qu'il y a des instituts comme Backbone Consulting qui a mesuré que ça avait fait plus d'emballement que l'affaire Benalla. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Bon, eh bien, après, je pense qu'un certain nombre de gens, peu ou prou, se sont dit c'est aller trop loin, et donc il y a eu un rééquilibrage dans l'autre sens, c'est-à-dire que maintenant, il y a des tas de choses qui sont lancées tous les jours, dans plein de médias, Mediapart, Le Monde, Libé, tous les autres, les France 2, tout ça, et en fait, ça fait comme l'effet des gouttes d'eau sur les pommes des canards, et puis, mais ça a un inconvénient,
et ça c'est bizarre que personne ne s'interroge là-dessus, pour moi c'est qu'il y a une espèce de grand relativisme du coup. On a l'impression que, oui, alors quelqu'un pourrait être accusé de fausses déclarations sur des choses quand même faciles, concrètes. Hein. Bon, finalement, c'est pas très grave. Ou de fraude fiscale. Il y avait eu l'époque avec Cahuzac, tout ça. Bon, maintenant, attendez, on va voir. Puis finalement, il paye une amende. Bon, hop, allez, hop, on passe au sujet suivant. Ou il va démissionner, mais vraiment parce qu'il sera allé au bout du Mais bout. justement, l'équilibre. C'est comme ça, hein, c'est l'évolution de la société médiatique. L'équilibre se trouve où? Parce que vous venez d'une famille politique et j'aimerais qu'on en parle justement de cette famille politique, parce que j'aimerais que vous nous expliquiez comment on pense quand on est chez les écologistes, justement, qu'on rapporte très fort à la morale, ou en tout cas à ce qu'ils estiment être la morale. Oui, précisément, le distil. Parlez-nous du distil. Alors, il y a plusieurs... Moi, j'ai toujours pensé, mais ça, c'est ma conviction personnelle, qu'il fallait pas confondre morale et politique. Et que la politique, un projet politique, c'est pas une morale. Et que d'ailleurs, c'est dangereux. Et que pour moi, si je poussais, ceux qui ont une approche comme ça, c'est ceux qui vont être les partisans de la charia. Hein, c'est-à-dire, ils vont dire, moi, voilà, c'est ma morale, c'est ma religion, et je veux que ce soit le projet politique et que ça s'applique à tout le monde. Bon, je crois que c'est dangereux. Et d'une manière générale, sans aller forcément jusqu'à la charia, il y a l'intégrisme, le fanatisme moral qui peut pousser à ça. Bon, mais si vous demandez aux citoyens, je pense qu'ils vont dire, mais si, quand même, c'est important, il faut une morale. Alors, on a dit, c'est l'éthique. Alors, on a mis des règles. Et moi, je dis, à ce moment-là, fondons-nous sur les règles qu'on a mis en œuvre, qu'on a mis en place, d'ailleurs, qui sont allées quand même assez loin, assez extensives, dont l'interprétation par les autorités chargées de les faire respecter est même extensive, etc. Bon, pour moi, ça, ce serait l'équilibre. Peut-être à côté des vrais sujets. Et qui en plus, oui, en tout cas... En matière de corruption notamment. Peut-être sur certains points, encore que je pense qu'en France, on a de fait, hein, là aussi, les gens n'ont pas de mémoire. Et d'ailleurs, on glorifie aujourd'hui De Gaulle, même Mitterrand, etc. Bon, le sac sous De Gaulle, je pense pas qu'il était financé par des collectes à la sortie des supermarchés, hein, ou alors le muguet du 1er mai pour le Parti communiste. C'était quand même pas ça la première source de financement du Parti communiste, et ainsi de suite. Donc ça, on a oublié les fonds secrets dans les ministères. Ça existait jusqu'au début des années 2000. De l'argent, des billets, des enveloppes de billets que des collaborateurs venaient chercher. Ça existait même au Parlement à une époque. Même au Sénat, les gens venaient chercher tous les mois des enveloppes de billets en liquide. Bon, tout ça, on y a mis fin, je pense qu'on a bien fait de le faire, mais il faudrait se souvenir quand même de tous les progrès accomplis dans ce qu'on appelle la moralisation de la vie publique. Après, donc, moi, je suis pour séparer morale et politique. La morale, ça ne veut pas un projet politique. L'approche moralisante, et là, on peut en parler, par exemple, sur l'écologie. Je pense que ça fait du tort à l'écologie, c'est-à-dire qu'un discours moralisateur sur l'écologie, en faisant la morale aux gens, en disant comment moi je me souviens des Verts qui allaient jusqu'à dire vous mettez du papier cadeau jetable sur les cadeaux de Noël, c'est pas bien. Moralement, c'est pas bien parce que c'est du gaspillage. Vous n'avez qu'à mettre du papier journal, vous n'avez qu'à recycler le journal que vous avez lu la veille. Bon, voyez, jusqu'où ça va. Ils sont allés jusque-là parfois dans leur communiqué. Sandrine Rousseau qui explique que le barbecue c'est pas bien. Quand vous l'écoutez, elle dit pas que le barbecue c'est un problème écologique. Elle dit que c'est un problème moral. C'est-à-dire, c'est la figure masculiniste, c'est la viande rouge. Alors, elle dit n'importe quoi d'ailleurs sur la viande rouge, mais c'est pas grave. Elle a son discours moralisateur. Mais vous aurez la même chose sur la voiture, sur ceci, sur cela. Passe vraiment dans leur tête. En fait, c'est quoi la structure mentale? Moi, je pense que c'est religieux. Le besoin. Moi, je pense que c'est une approche religieuse. Alors ça veut pas dire que, même si Marine Tondelier se cache pas d'être catholique, Cécile Duflot l'était aussi, elle s'en cachait un peu, mais enfin encore que Marine Tondelier s'en cache pas, mais enfin quand elle assiste participe à un dîner avec Bolloré d'un espèce de catho power, elle ne crie quand même pas sur tous les toits, elle qui fait des tweets 10 fois par jour, là elle oublie de le faire. Mais parce que quand même chez les Verts, je pense que ça ferait un peu grincer des dents. Mais c'est même pas ça. Je pense que c'est même pas le fait d'être soi-même, pas d'avoir une conviction religieuse, qui par ailleurs est tout à fait respectable. C'est une approche religieuse de l'écologie. C'est-à-dire que l'écologie est une espèce de dogme qui doit s'appliquer
à tout le monde et donc on ne doit pas discuter d'ailleurs parce que c'est un dogme. Voilà. Et j'ai lu récemment quelqu'un qui a dit ça et je crois que c'est assez juste. Il dit bon, avant il y avait les croyances en Dieu, en France et dans plein de pays il y a ça. Bon, en France c'était plutôt la religion catholique, etc. On est un pays qui est déchristianisé, mais il n'y a pas une religion qui a remplacé la religion chrétienne, catholique. Mais peut-être que la nature, il y a une espèce de nouvelle religion qui n'a pas de prêtre, de paganisme, ouais, mais qui serait la nature, c'est-à-dire il y aurait au-dessus de nous un espèce de Dieu qui serait la nature. Et nous, il faudrait qu'on ne soit qu'un petit élément dans la nature et on devrait se conformer aux règles de la nature et ensuite on n'aurait plus de discussion du dogme puisque dans la religion on discute pas le dogme. Et ça, je pense que c'est pas conscient, hein, mais je pense que c'est quelque chose qui est assez puissant dans la démarche écologiste. Ça, je comprends vraiment ce que vous nous dites et c'est certainement vrai. Enfin, à mon humble avis, en matière de sensibilité, mais est-ce que en vrai, c'est pas juste des gens qui sont anticapitalistes? Est-ce que en réalité, c'est pas juste les vieilles recettes ou les vieilles... Tout à fait. Ah non, mais ça, c'est vieille lubie du 19e, oui, 20e siècle qu'on a repeinte aux couleurs de cette... Ah, moi, je vais même plus loin, je pense, je l'ai vu. Et en exploitant, en instrumentalisant pour l'écologie, les enjeux climatiques. Je l'ai vu à la fin des années 90, chez les Verts. Il y a des gens qui venaient de l'extrême gauche, hein, ça c'était clair, Alain Lipiès, des gens comme ça, et qui se sont dit bon bah finalement les mouvements d'extrême gauche ça mène à rien, hein, il y a pas de perspective politique. Il y avait même un ami qui m'avait dit tu sais c'est tous ceux qui ont raté le train de la victoire de 81, ils étaient dans des mouvements trop groupusculaires, donc bon il y a eu la victoire du PS, même le PC a participé un peu à la victoire de Mitterrand en 81, a été au pouvoir, tout ça. Eux ils l'ont pas été. Et finalement, ils ont basculé vers les Verts en se disant, bah là, il y a un nouveau mouvement, petit en nombre de militants, on va pouvoir l'investir. On est formé, alors qu'il y avait aussi des gens, faut jamais oublier que moi, le côté renouvellement, société civile avec En Marche et Macron, je retrouvais des choses qu'on avait vécues chez les Verts, avec Europe Écologie. Ça vous a pas fait ça, justement? Si, j'ai dit que d'ailleurs, attention, je connaissais ça et la politique autrement, j'ai dit, vous savez, si on fait de la politique correctement, ce serait déjà bien. Parce que la politique autrement, personne ne sait concrètement ce que ça veut dire. Oui, bah, et c'était d'ailleurs un vieux militant vert qui me l'avait dit quand moi j'avais adhéré chez les Verts, il m'a dit ils n'arrêtent pas de parler de la politique autrement, ce serait déjà bien qu'ils en fassent correctement. Mais il y avait des gens d'extrême gauche qui, eux, avaient et une culture politique et des réflexes et qui savaient s'exprimer, manipuler. Je veux dire, la formation trotskiste, c'est quand même quelque chose qui permet de manipuler, de renverser des faits pour aller dans un sens politique. Et je pense qu'en effet, ça c'est chez les Verts, ça a pris un poids. Puis au-delà des Verts, en fait, ça c'est, je pense aujourd'hui assez fort. Bah, en effet, le courant anticapitaliste qui a toujours existé et qui continue à exister, malgré tous les échecs du communisme, etc., eh bien, il a réinvesti l'écologie. Et même Mélenchon, c'est assez frappant d'ailleurs, je pense, de le voir à travers le personnage de Mélenchon et de son évolution, est devenu presque plus écolo que les Verts. Parce que il s'est dit, bah, en fait. Dans les mots, peut-être. Oui, mais tout à fait. Oui, mais c'est quand même frappant, au point que les Verts, d'ailleurs, perdent une partie de leur utilité électorale à côté des LFI, parce que comme ils sont aussi radicaux sur plein de sujets, bah, les gens disent, bah, LFI, avec Mélenchon, au moins, ça a plus de points. Et qu'est-ce qui se passe, vous qui les avez fréquentés, justement, dans la tête de ceux qui sont persuadés que c'est la fin du monde? Je me souviens qu'Yves Cochet, je crois, l'avait annoncé d'ailleurs pour le premier trimestre 2025. Non, il avait dit que c'était il a annoncé plusieurs fois le pic des ressources pétrolières. Ah, il avait même annoncé vraiment la fin. Ça aurait de conséquences. Il a organisé son mode de survie. Oui, ça, c'est minoritaire, pour le coup, parce que... mais ça renvoie à quoi? C'est de la crypto-dépression? C'est quoi? Ah non, alors, je pense qu'il y a deux choses. D'abord, bah, c'est pareil, hein, dans une approche religieuse... L'apocalyptique. Oui, mais vous avez toujours l'apocalypse, le déluge. D'ailleurs, c'est vrai que c'est assez drôle, moi, ça me fait plutôt sourire, de voir qu'il y a l'arche de Noé. Dans la religion chrétienne, vous vous rendez compte, il y a plus de 2 millénaires, on a conçu que quelque chose qui fait écho au discours catastrophiste de l'écologie aujourd'hui. Et en plus, aujourd'hui, vous vous rendez compte, on peut même dire presque physiquement que le déluge parfois existe, c'est-à-dire les grandes inondations, etc. Donc déjà, il y a ça. Et puis après, il y a une autre chose qui est plus concrète, classique en politique, c'est que je pense que beaucoup d'écologistes pensent que faire peur est un facteur de mobilisation. Alors, ils le pensent
peut-être pour c'est ça qui va amener les gens à changer leur comportement, etc. Mais c'est aussi ça, pensait-il, qui va nous amener des voix. C'est-à-dire que les gens vont voter pour nous parce qu'on va leur annoncer que tout le monde va avoir le cancer à cause des pesticides. Vous avez vu quand même sur l'acétamipride, ce fameux débat Oui, les du mentions. mois de juillet autour de l'usage agricole de l'acétamipride. On a expliqué, enfin Marine Tondelier disait tout le temps, elle a même, j'ai vu une fois dans une interview, dire le mot qui manque dans ce débat, c'est le cancer. Et ils ont été jusqu'à instrumentaliser une femme qui, elle, a le cancer, qui est allée dans les tribunes du public de l'Assemblée en disant « Vous aurez sur votre responsabilité, tous ceux qui votent cette loi, d'être responsables du cancer. » Vous imaginez si, et la presse de gauche a relayé ça à foison, si Éric Ciotti se promenait avec les parents d'une victime de quelqu'un qui a été assassiné par quelqu'un qui avait subi une OQTF. Et qui disait, faut changer la loi sur le QTF, vous vous rendez compte, écoutez quand même Monsieur X et Madame Y, qui ont perdu leur fille, vous ne pouvez pas être insensible. La gauche hurlerait à l'instrumentalisation, la récupération, la manipulation. C'est exactement ce qu'ils ont fait sur l'acétamipride. Alors moi, je pense que maintenant, ce discours de la peur, ce discours de la catastrophe qui va arriver demain, en effet, même parfois certains donnent des... Il aurait dû arriver hier. Voilà, forcément... Quand vous l'annoncez depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, les Verts existent depuis 40 ans maintenant, ça perd quand même de sa force. D'où peut-être, on verra dans le temps, le fait que le succès électoral des Verts semble quand même s'émousser, pas qu'en France d'ailleurs, mais en France aux dernières élections européennes. C'est passé inaperçu parce qu'il y a eu la dissolution et que Marine Tondelier habilement est devenue une des porte-voix du NFP, du Nouveau Front Populaire, et ça lui a permis de faire oublier le pire score des Verts aux élections européennes depuis 30 ans. Moi, je peux le dire, j'ai connu cette époque-là. Il faut remonter en 1994 pour avoir un résultat aussi minable pour les Verts aux élections européennes. Bon, c'est peut-être pas quand même totalement dénué de lien. Le discours tenu, au bout d'un moment, produit un certain résultat électoral. Est-ce que vous vous souvenez du jour, du moment où vous, parce qu'il y a parfois le déclic, on dit non là c'est plus possible, vraiment cette famille-là, faut que je m'en aille. J'imagine que ça a été progressif, mais un truc. Alors, contrairement à ce que ont écrit beaucoup de vos confrères journalistes et de ce que ont pensé beaucoup de gens pensent que c'est quand Duflot et Canfin ont décidé de quitter le gouvernement en 2014, quand François Hollande a nommé Manuel Valls. Et d'ailleurs à l'époque, il faut quand même le savoir, sans débat interne. C'est-à-dire qu'ils ont posé cet acte-là, puis les gens du parti n'avaient plus qu'à suivre. Et c'est sûr que ça, c'était un point important, mais moi, je pense que les discours que j'ai pu entendre, et pour moi, le degré d'irresponsabilité que ça signifiait au moment où il y a eu les attentats, en 2015, est quelque chose qui m'a vraiment... Là, je me suis dit, c'est pas juste l'incapacité à exercer le pouvoir et à vouloir mettre en œuvre au pouvoir, avec toutes les difficultés que ça implique, les idées que l'on défend. C'est aussi, en fait, on est structurellement irresponsable, c'est-à-dire il y a un problème comme des attaques terroristes, donc il y a la vie des gens qui est en cause, et en fait on minimise. Moi j'ai entendu Cécile Duflot dire à la tribune de l'Assemblée nationale, et plus encore dans des réunions internes, non mais des attentats il y en a déjà eu, bon voilà, il y a eu des vagues d'attentats en 86, il y en a eu en 95, bon il y en a eu en 2015. Alors que j'étais allé vérifier, d'ailleurs, moi j'aime bien les chiffres, il n'y avait jamais eu depuis la Deuxième Guerre mondiale, d'attentats aussi meurtriers. On a oublié d'ailleurs des attentats qui ont eu lieu dans les années 70 avec des successeurs lointains, ou même quand De Gaulle était au pouvoir, des gens qui ont fait dérailler un train à Vitry-le-François, je crois, et que 20 morts. Mais 20 morts. Là, on avait 130 morts avec le Bataclan et cette attaque terroriste massive qui a eu lieu à Paris. Bon, je me suis dit, ça veut dire qu'en réalité, c'est pas juste conjoncturel, c'est pas juste une appréciation politique là, non, c'est vraiment structurel. C'est vraiment une culture politique qui est ancrée dans ce parti, qui est celle de l'irresponsabilité. On fait des propositions, on a une analyse, mais on se préoccupe pas de savoir d'abord si elle s'inscrit dans la réalité, et si on devait exercer la responsabilité, qu'est-ce qu'on ferait? Moi, j'invite, des fois, j'aimerais bien moi que les journalistes reviennent sur ce qui a été dit il y a 5 ans, il y a 10 ans, pour faire le bilan. Je vous rappelle que quand on a voté des lois
pour lutter contre le terrorisme sous François Hollande, hein, je parle même pas de ce qui a pu être fait sous Nicolas Sarkozy par exemple, eh bien on nous a dit vous allez mettre en place en France la Stasi. Et y compris d'ailleurs des députés de droite et même parfois bizarrement de droite radicale, hein, comme Marion Maréchal. Vous allez mettre en place la Stasi. Non mais d'abord, vous vous rendez compte de ce qu'on dit. La Stasi, les gens savent ce que c'est, la Stasi en Allemagne de l'Est. Liberté publique, Mais sur la surveillance des messageries, et là le projet de chat contrôle. Oui, mais en l'occurrence, on a pris des mesures en disant, bah oui, il y a une partie de la question du terrorisme qui se passe sur les réseaux sociaux, Facebook, les autres choses. Et donc, oui, il faut prendre des mesures. Évidemment, les services ne vont pas tout contrôler et vous dire, Monsieur Ferjou, vont pas vous convoquer un jour. Monsieur Ferjou, je comprends pas, tel jour, vous êtes allé consulter tel site, etc. Non. En revanche, Monsieur Ferjou, on a vu que vous aviez cherché à acheter des armes à Saint-Denis en passant par Facebook. On vous demande quand même des comptes, d'autant plus que, en effet, votre fréquentation de groupes djihadistes sur Facebook est quand même assez fréquente et référencée. Pas dans la même culture politique. Cécile Duflot, mais quand même quand vous regardez à l'heure actuelle ce qui se passe notamment et d'autres pays poussent la logique beaucoup plus loin, au Royaume-Uni notamment, il y a des gens qui sont arrêtés pour des choses qu'ils ont dites dans des messageries privées, des propos sur l'immigration et qui ne sont pas des appels à la violence ou qui ne sont pas des... Oui, mais c'est une réalité. Il faut toujours faire attention aux dérives et ils seront pas d'ailleurs à mon avis condamnés, hein. Mais en revanche, enfin, quand même, vous avez eu comme moi, ou peut-être vous ne l'avez pas entendu, que la semaine dernière, le ministre de l'Intérieur britannique a été obligé de rappeler à la police qu'il était quand même peut-être plus utile de traquer les criminels dans les rues que d'aller arrêter des comédiens pour des propos qu'ils auraient tenus sur des personnes trans, ou en tout cas sur l'idéologie trans ou autre. Bien sûr. Mais c'est une évolution réelle aussi. Aux États-Unis, le Trumpisme, il s'explique aussi par ça, par le fait qu'on soit allé tellement loin dans le fait de vouloir canaliser, cadrer la parole. Oui, enfin là, moi, je parle pas de canaliser et cadrer la parole, je parle de ce que disaient les services de sécurité. Oui, c'est-à-dire qu'on a besoin d'une logique du chalut. C'est-à-dire, nous, on cherche des poissons, mais évidemment, ça nous intéresse pas de pêcher toutes les sardines. Ce qui nous intéresse, c'est le gros poisson. Mais pour ça, il faut qu'on ait un chalut qui va faire le tri, et puis, à un moment donné, là, ça va nous permettre d'arrêter le gros poisson. Et on vous sent... dans un entre-deux, j'ai envie de dire, par rapport à la politique, parce que vous avez toujours beaucoup de passion, mais vous n'êtes plus dedans aujourd'hui, en tout cas, par l'exercice des fonctions. Est-ce que vous avez quand même envie, un jour, d'y retourner? Et au-delà de ça, est-ce que vous croyez qu'il soit possible, parce que beaucoup de gens ont essayé, hein, l'écologie de droite, après, il y a eu toutes sortes de trucs marketing, de gadgets divers et variés. Est-ce que c'est possible de porter un discours qui, effectivement, prenne en considération des questions de santé publique, d'environnement, de climat, sans sombrer dans l'anti-science ou dans l'anticapitalisme auquel on est confronté bien souvent face aux familles écologistes? Alors, il y a deux questions en une. Première question, est-ce que... je dis que ça vous intéresse. Voilà, parce que moi, le débat d'idées continue à m'intéresser. Chercher des solutions aux problèmes. Parce que moi, je pense que c'est ça, l'utilité de la politique, c'est proposer des solutions aux problèmes et ensuite les résoudre si on exerce les responsabilités. On perd souvent de vue ça, hein, parce que quand même très souvent on a des débats qui en fait sont... Alors bien sûr les gens diront si c'est la solution, enfin si la taxe Zuckman est la solution à tous les problèmes, ça serait quand même qu'une taxe, voilà bon. Mais cette idée-là, on cherche soit parce qu'on a une certaine vision, issus y compris de l'expérience, mais aussi de lecture, mais aussi de voilà. Puis moi, je rencontre des entreprises, par exemple, qui développent des process innovants en matière d'écologie. Bon, ben ah oui, mais elles rencontrent des problèmes parce que il y a tel verrou législatif, réglementaire, ceci, cela. Qu'est-ce qu'on pourrait faire politiquement, et ça c'est normal que ce soit de l'ordre du politique, pour résoudre les problèmes. Et c'est vrai que moi je me résous pas par ailleurs à voir peut-être que l'idée de la lutte contre le réchauffement climatique va perdre de son intérêt aux yeux de beaucoup de gens et donc on fera plus rien ou ce genre de choses. Enfin vous voyez, je me suis battu pour ça pendant des années, c'est sûr que ça continue à m'intéresser. Mais je vois, en tout cas là depuis un an, peut-être un peu plus, que dire on participe au débat d'idées. Bon, bah, vous m'invitez peut-être pour ça, mais ça reste... oui, je confirme. Je reconnais quelques médias le font. Qu'est-ce que vous faites dans votre chaîne YouTube, c'est extrêmement intéressant et que vous avez le courage de le faire dans un environnement où bien souvent, justement, on peut dire juste vous êtes vendu, vous êtes... Quelques médias, l'Express m'a interviewé un jour en disant, voilà, ça nous intéresse, les idées, pas si vous êtes candidat, pas candidat à une élection, Le Point aussi de temps en temps, etc. Mais je vois même la presse régionale, par exemple, de ma région, Ouest France, principal quotidien régional et aussi en France,
France. Est-ce que vous êtes candidat aux élections à Nantes? Bah non. Ah bon, bah hop, terminé, fini, terminé. Alors on va faire un petit article où on aura dit vous n'êtes pas candidat à Nantes. Oui, mais j'ai des idées pour Nantes. Non, circuler, il y a rien à voir. Et c'est terminé. On n'existe plus dans le débat d'idées si on n'est pas candidat. Moi, je trouve ça dommage. Mais bon, si c'est comme ça, tant pis. Hein. Soit j'abandonnerai le débat d'idées, soit je me représenterai à nouveau une élection. Vous pouvez être influenceur aussi, Salomé Saké. Oui, c'est ce que j'essaye un peu de faire avec la chaîne YouTube. C'est un peu l'idée. C'est de dire, au moins, on peut pousser des idées, montrer des choses, faire contrepoids. Vous parliez de Salomé Saké, voilà. On verrait beaucoup de Hugo Clément. Bon, moi, j'ai pas accès à des grandes émissions télévisées pour toucher le grand public. Mais voilà, ça, oui. Après, sur l'écologie, est-ce qu'il y a une voie? Un espace, est-ce qu'on peut parler, est-ce qu'on peut développer déjà sur les idées, mais aussi peut-être électoralement, une écologie libérale ou une écologie qualifiée de droite par certains ou du centre, hein, peu importe. Il faut qu'elle soit libérale, mais une écologie qui soit au moins en prise avec le réel et qui n'accumule pas les contre-vérités. Et par ailleurs, moi, je le résume. En plus, là, je fais un effort pour les médias. Je dis, je suis prêt à vous le résumer en 3 mots, ma vision de l'écologie. Science, technologie, économie. Et je peux le décliner en 6 si vous me laissez un tout petit peu plus de temps. Recherche scientifique, innovation technologique, développement économique. Bon, et après, on peut déployer ça pendant 1 heure, pendant 2 heures ou plus. Et ça, est-ce qu'il y a un espace? Je ne sais pas. Il faudrait essayer pour voir. Ce que je vois dans d'autres pays... Essayer? Oui, mais bon, ça prend beaucoup de temps. Et on revient à un sujet. C'est qu'en France, c'est très difficile. C'est une drôle de réponse sur un enjeu d'intérêt. Si, parce qu'il faut bien gagner sa vie. Moi, aujourd'hui, je travaille comme entrepreneur indépendant. Si je passe plus de temps à faire de la politique, je gagnerai plus 1 euro comme entrepreneur indépendant. Enfin, très vite, mon chiffre d'affaires baissera. Moi, je suis conscient des réalités économiques. Je suis pas salarié et encore moins fonctionnaire. Mais au-delà de ça, ce que je veux dire, c'est que j'ai regardé en Suisse. C'est le seul cas à ma connaissance. Il y a peut-être eu en Autriche aussi. Mais en Suisse, il y a eu une scission un jour au sein du Parti vert et il y a des gens qui ont créé un Parti vert libéral. Et ils ont dit, voilà, nous, on est pour l'économie de marché, on est pour la technologie, on n'est pas anti-entreprise, etc., etc. Et en fait, ça n'a pas très bien marché. Alors, ça affaiblit le Parti vert de gauche, on va dire. Du coup, les deux sont faibles et ça n'a pas très bien marché. Bon, voilà. En France... quelqu'un m'a dit, il n'y a pas très longtemps, je pense que je peux le citer, il m'en voudra pas, c'est Gilles Babinet. Il m'a dit, moi j'ai... Président du Conseil national du numérique. Voilà, puis qui a été actif. Il y a une époque, il avait créé les voies du nucléaire pour essayer de remettre le sujet du nucléaire comme sujet écologique par rapport au climat, etc. Il y est d'ailleurs, à mon avis, en partie arrivé, en tout cas, pas tout seul, hein, mais il y a eu ces voix qui se sont exprimées, puis le président de la République aussi a un peu évolué, et ainsi de suite. Bon. Mais il m'a dit, moi, le constat que j'ai fait, c'est qu'en fait, on a un problème, c'est que les gens qui s'intéressent à l'écologie, ils ne peuvent pas s'empêcher quand même d'être de gauche, au sens souvent assez archaïque du terme, sur les questions économiques, sur les questions sociales, sur les questions, alors j'en parle même pas, sécurité, immigration, et ainsi de suite. Pas s'empêcher. Et sur les gens qui seraient plus, justement, pour le développement économique, par les entreprises, tout ça, l'écologie, ça les intéresse pas beaucoup. Donc, c'est vrai que dans ce cas-là, d'un point de vue politique, électoral, etc., c'est compliqué de faire exister quelque chose. Peut-être, dans ce cas-là, autre solution, aller au bout de la logique de l'entreprise, parce que finalement, des Elon Musk, des Jeff Bezos, des gens, ou Arthur Mensch et les autres patrons de Mistral, pour parler d'eux, dans l'intelligence artificielle, ils changent probablement plus le monde que ce que Marine Tondelier ou même Emmanuel Macron le feront jamais. Oui, moi je compare même pas parce que je pense que non mais c'est pas faire un match en oui, surtout les uns. Dans le monde actuel, c'est pas une question totalement anodine parce que le rapport à la politique, on voit bien que dans le monde actuel, il y a des acteurs, il y a plus que les États qui sont des acteurs qui peuvent réellement peser sur le quotidien des gens. Oui. Pour répondre à votre question sur les entrepreneurs versus les politiques, qui est le plus efficace, qui change le plus de choses. Moi, j'oppose pas les uns au sens où dire il faudrait renoncer aux uns ou aux autres. C'est une autre voie d'action qu'on peut peut-être aussi envisager. Oui. Comme politique, alors qu'on l'envisageait pas jusqu'à moi, je le fais à mon petit niveau, parce que moi, j'accompagne des entreprises, et notamment sur la recherche de financement, ce qui est quand même un sujet clé quand on veut développer. C'est assez étonnant d'ailleurs. Oui, que ceux qui s'intéressent à l'écologie. Oui, non, mais même dans le secteur de l'écologie, on a beaucoup. Dans le secteur des médias aussi. Oui, de la finance verte, tout ça. Mais en fait, les écolos, quand vous les interrogez, eux, ils ne parlent que du financement public.
Moi, je me suis toujours battu, ça on peut retrouver mes déclarations quand j'étais ministre de l'écologie pour dire mais non, c'est pas d'abord une question de financement public, sinon on n'y arrivera jamais. C'est une question d'orienter l'investissement privé, de convaincre que ça vaut le coup d'investir dans la transition écologique. Et là, je le fais concrètement avec d'un côté les entrepreneurs qu'on accompagne, parce que je suis pas tout seul, hein, on est dans une équipe, et de l'autre côté les investisseurs. Et heureusement d'ailleurs, il y a des choses qui se font. Hein. Je pense que ça me rend encore un peu optimiste. Autant le débat politique me rend pessimiste, autant ce que je vois comme créativité entrepreneuriale et aussi quand même comme capacité d'investisseurs à prendre des risques, hein, parce que c'est quand même des technologies innovantes. Ouais, et puis les technologies innovantes, on n'est jamais sûr quand même que ça va marcher, hein, ni techniquement, ni commercialement. Donc, parce que Elon Musk, tout le monde aujourd'hui, il est critiqué pour ses prises de position politiques, mais il y a quelques années, tout le monde saluait ce qu'il a fait sur Tesla, les voitures électriques, et c'est indéniable. Mais enfin, il y a eu plusieurs fois où ça a failli s'arrêter. Et il y a d'autres exemples de gens qui ont essayé de faire la même chose et qui se sont complètement plantés. Et pas que en Europe, aux États-Unis, il y en a aussi en Chine. Hein. Les gens croient que la Chine, c'est l'Eldorado de la voiture électrique et tout ça, mais il y a des entreprises qui se cassent la figure, pourtant qui avaient qui avaient réussi à convaincre des investisseurs d'avoir des centaines de millions, peut-être même des milliards d'euros, enfin d'équivalents euros ou dollars. Donc c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Moi, après, j'ai pas la prétention aujourd'hui de dire j'ai en tête une technologie, même si moi je suis pas ingénieur, etc. Je vais la développer industriellement et commercialement, mais si un jour l'opportunité se présente, et ça m'arrive régulièrement d'y réfléchir, oui, je me dirais, je serais peut-être, non pas plus utile, mais au moins je serais utile en faisant ça et en dépensant mon temps et mon énergie à ça, plutôt qu'à essayer de pousser des idées dans le débat public. Deux toutes petites questions pour finir. Est-ce que finalement, ce qui vous a pas différencié des autres écologistes ou de cette famille de gauche au sens-là, c'est que vous n'étiez, vous, pas allergique au risque? Parce que finalement, quand je vous écoute, et derrière d'ailleurs les discours de peur, c'est ça, hein, c'est probablement aussi une allergie au risque. Et de deux, pour rebondir sur la formule de Gilles Babinet, ils peuvent pas s'empêcher d'être de gauche. Est-ce que vous pouvez pas vous empêcher d'être modéré? Oui, alors je vais dire une phrase qui, si elle était utilisée par certains, serait pas considérée comme modérée. Je me souviens quand j'étais jeune collaborateur parlementaire dans les années 97-2000, c'était Ernest-Antoine Seyer qui était patron des patrons, comme on disait, et il a transformé d'ailleurs le CLPF en MEDEF. Et il disait, avec son phrasé inimitable et son côté un peu grandiloquent, qu'il y avait en fait un vrai, dans la société, hein, pas uniquement entre les politiques et les entrepreneurs, un vrai clivage entre les riscophiles et les riscophobes. Bon, ça n'a pas fait Flores, hein, il n'a pas réussi à convaincre que c'était quelque chose d'important, mais je repense souvent à ça, et en me disant, en effet, il avait raison. Il n'y a pas de chef d'entreprise qui ne soit pas riscophile. Plus ou moins, parce que parfois, avec le temps, certains sont assez à se dire... Dans la création, en tout cas. Oui, voilà. En tout cas, les entrepreneurs créateurs, ils ne peuvent être que riscophiles, sinon ils le feraient pas. S'il y a tellement de raisons, quand on regarde objectivement, de se dire, oulala, je vais me planter. D'ailleurs, je vois tellement d'exemples où des gens, même s'ils se sont pas plantés, ils ont dû surmonter des obstacles énormes, que il y a beaucoup de raisons de pas le faire. Et moi, je trouve... Alors moi, je l'ai, à ma petite échelle et à mon petit niveau, je l'ai fait, c'est-à-dire que je me suis dit, quand j'ai décidé d'arrêter la politique nationale, j'ai dit je veux pas me représenter aux élections législatives en 2022, je veux faire autre chose. Eh bien, j'ai pas cherché à être recasé comme on dit, et j'ai créé ma structure. J'ai dit j'ai pas envie d'être salarié, je veux être à ma petite échelle un entrepreneur et travailler avec des entrepreneurs. C'est pas facile tous les jours d'ailleurs parce que évidemment, comme j'ai pas de salaire, parfois c'est plus haut, d'autres fois c'est plus bas. Et alors je découvre aussi que dans la société française, quand on n'est pas salarié, c'est un peu comme si on n'existait pas. Dans tout un avec cas les banques, avec... Ah oui, l'autre jour j'ai rempli un truc, je crois, de la haute autorité et visiblement, pour eux, il n'y a que la case salarié. Qu'est-ce que vous touchez comme salaire? Mais je touche pas de salaire. Moi, je suis un entrepreneur indépendant. J'ai été obligé de d'écrire un petit mot pour dire voilà. Donc, c'est quelque chose auquel je continue à croire. Après, je le disais aussi quand j'étais en politique. Je disais, moi, je me conçois un peu comme un entrepreneur. On peut aussi concevoir la politique comme quelque chose on est entreprenant. Et d'ailleurs, on prend des risques. J'avais même proposé, bon, je n'ai pas été suivi, que le statut des députés soit non pas un peu calqué sur le statut des salariés, mais sur celui des professions libérales.
puisqu'après tout, on a des collaborateurs, on a une petite équipe, tout ça. Bon, j'ai pas du tout été suivi, mais c'était l'idée de dire, il faut aussi avoir cette culture, et pour le coup, c'est quelque chose qui parfois peut rapprocher les politiques des entrepreneurs. Et puis après, il y a plein d'autres sujets, malheureusement, sur lesquels ils divergent, mais aussi parce que en politique, vous n'avez pas tant d'entrepreneurs que ça. Et ça, d'ailleurs, y compris le renouvellement des députés en 2017 avec Emmanuel Macron, l'appel à la société civile, si vous regardez de près, il y avait assez peu d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, je veux dire. Vous aviez souvent... C'est assez consommateur en temps, en général. Et pas uniquement en temps. Je pense que j'en ai discuté avec des chefs d'entreprise qui auraient pu dire, voilà, moi, mon entreprise, elle tourne, ça marche, etc. Y compris le fait, parce qu'il y a des gens qui disent, ils veulent pas prendre une fonction qui est mal payée. Oui, mais justement, comme ils ont gagné beaucoup d'argent par ailleurs, c'est plus tellement le sujet. Bon. Et donc, c'est pas tellement ça. C'était surtout le fait de se dire, je prends un risque, finalement, qui peut, alors, à un moment donné, mettre en danger tout ce que j'ai construit avant, parce que on va, même simplement à travers une campagne électorale, même si je ne suis pas élu, en fait, on va me chercher les tas de poux dans la tête, on va m'attaquer. Et forcément, si vous regardez, je sais pas, un entrepreneur qui est depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans entrepreneur, qui a des salariés, qui a des filiales, des succursales, des ceci, des cela, vous allez forcément trouver à un endroit, il y a eu un cas de harcèlement au travail, puis alors, il a été en conflit, il est allé au prud'homme, tout ça. Oui, c'est la vie des entreprises. Mais quel scandale, c'est insupportable. Mais il avait un compte à l'étranger. Mais quel scandale, c'est insupportable, ça veut dire qu'il est un fraudeur et tout ça. Non, il n'est pas un fraudeur, il est insupportable si c'est illégal, mais ça peut être légal. Oui, mais en fait, mais justement, on regarde plus si c'est légal ou pas dans ces cas-là. Là, la morale. Et vous avez quand même là les grands prêtres de la morale, Plenel avec Mediapart, Le Monde, Libé, tous les autres qui suivent et qui. Mais nous ne sommes pas des grands prêtres du vice, je vous rassure. Non, mais c'est quand même frappant que les médias qui pourraient dire, attendez, dans une entreprise. Voilà, justement, c'est pas illégal, c'est quelque chose qui est fréquent, qui est courant et ainsi de suite. Bon, et là, d'un seul coup, non, alors c'est un scandale. D'ailleurs, par exemple, petite remarque par rapport à une actualité récente qui m'a fait sourire sur le 2 poids 2 mesures. En politique, on a eu de cesse de dire un député, un ministre, tout ça, il doit pas faire travailler un conjoint, un fils, une fille, un parent, ce serait moins fréquent, mais enfin, c'est aussi interdit. On l'a interdit dans la loi, au point on a fait une loi qui, à mon avis, doit être limite par rapport au Bureau international du travail. Et les mêmes... Ce qui est très facilement contournable, parce qu'il suffit de prendre... Les mêmes qui ont poussé cette loi... Regardez qui finit à l'hôtel le soir, parce que en plus on pousse là. Si, regardez, vous verrez, il y a des articles... Et puis je peux recruter votre fils, vous recrutez le mien. Oui, mais il y a un article, vous pourrez voir, dans des médias qui se disent sérieux, je veux dire, qui mettent en cause la présidente de la métropole de Marseille, Martine Vassal, en disant, mais son directeur de cabinet, et son conjoint, et son amant, oui, mais est-ce qu'ils vivent dans le même logement? Ah non, oui, mais quand même, il n'y a pas besoin de vivre dans le même logement, on a la preuve que, ils ont la preuve, je sais pas quelle preuve, et puis, vous avez, vous avez eu des cas, mais là, vous avez le patron de Nestlé, qui s'est fait virer parce que il avait une relation avec une personne de la direction, je crois, enfin un cadre. Et il y a eu aussi le cas aux États-Unis, là, d'un couple qui a été pris en photo, son insu, voilà, et il a été viré. Et là, les médias français, quel scandale, vraiment, qu'est-ce que c'est que ces méthodes puritaines, scandaleuses? C'est exactement ce que vous avez poussé pour les élus dans la loi. Bon, vous voyez, comme quoi, parfois, ce qu'on considère comme scandaleux dans un cas, on trouve ça acceptable dans un autre cas. La loi, d'ailleurs, ne prévoit pas, pour Nestlé, c'est pas la loi, c'est les règles internes à Nestlé. Bon, et eux, ils disent d'ailleurs, c'est pas le fait que le patron de Nestlé ait une relation extra-conjugale ou autre, c'est qu'il aurait dû signaler, etc., machin, tout ça. Bon, et là, on a tout le temps en fait ce 2 poids 2 mesures. Et du coup, pour revenir aux chefs d'entreprise qui pourraient s'engager en politique, moi, avec qui j'en ai parlé, la plupart me disent non. Et y compris, il y en a beaucoup qui m'ont dit, quand on a vu ce qui vous est arrivé, on s'est dit, je mettrai jamais le doigt là-dedans. Parce que forcément, un jour, on va me sortir une photo, on va me sortir un truc avec des gens malveillants qui iront voir des médias et qui ressortiront une soirée, une ceci, une cela. Et alors là, on risque de voir tout arrêter. Bon, plus un autre aspect, que là, ça revient aussi à votre question sur est-ce qu'on est plus...
enfin, est-ce qu'on a plus d'influence, d'efficacité sur un sujet, hein, je parle pas sur la politique en général, en étant chef d'entreprise ou en étant ministre, par exemple, c'est qu'ils disent, on voit que visiblement en politique, vous n'avez pas beaucoup de pouvoir, la capacité à agir est faible. Alors nous, on préfère au moins notre capacité à agir en tant qu'entrepreneur. Et votre chaîne YouTube? Alors, la chaîne YouTube qu'on a... on peut continuer. Je relance quand même, mais je vous remercie d'en parler parce que, en effet, il n'y a pas beaucoup de médias qui en parlent. Je pense qu'il y en a même qui font exprès de ne pas en parler. Je pense que c'est important parce que précisément, vous faites des choses très Alors, avec vraiment intéressantes. Avec Laurent Lesage, qui est journaliste, moi, je suis pas journaliste et je me prends pas pour un journaliste. On a créé cette chaîne YouTube. Et si l'économie... Et son nom, je veux dire son nom pour que les gens sachent où aller chercher. Et si l'économie sauvait l'écologie, volontairement provocateur, c'est moi qui ai trouvé ce titre parce que je finis par penser que la politique tue l'écologie, mais que c'est peut-être par la voie de l'entreprise qu'il y aura des choses qui se feront. Et donc, notre ambition, c'est à la fois de montrer ce que savent faire des entreprises, et aussi de déconstruire, comme dirait Sandrine Rousseau, de déconstruire tout un tas de choses aberrantes qui se disent dans les débats sur l'écologie, souvent de la part des écologistes politiques ou associatifs ou ONG, parfois dans les médias aussi, parfois des mensonges purs et durs, mais souvent des présentations fallacieuses des choses, et notamment en se déconnectant complètement de la science. Donc nous, on essaie à chaque fois de ramener des témoignages de scientifiques, des analyses, etc. Bon, c'est pas facile, on n'a pas beaucoup de moyens, donc on fait ça avec nos petits moyens. On a lancé des appels aux dons. Ah bon, vous n'êtes pas un vendu? Non, mais c'est le procès qui vous est fait. Ah, il a déjà été fait. Ça, oui, évidemment. Et alors, bizarrement, on ne cherche jamais qui finance les ONG écolos. Et y compris certaines qui se prétendent médias. Vous en avez plein aujourd'hui, mais plein. J'en découvre tous les jours. Je me demande d'ailleurs comment elles sont financées. En Allemagne, en tout cas, ça a été montré plus qu'en France. Les Russes, notamment, ont financé des organisations écologistes parce que tout ce qui était fait contre les énergies fossiles, ou contre le nucléaire d'ailleurs surtout, était un excellent moyen de pousser à vendre du gaz. Bien sûr. Mais donc ça, on continue. Là, on a décidé, parce qu'on a commencé au début de l'année, on s'est dit au bout d'un semestre, est-ce qu'on peut continuer? Là, on continue. Le prochain sujet, je vous le donne en avant-première, on revient sur le débat sur la clim, qui a agité un peu le mois de juillet quand il y a eu des fortes chaleurs. Et voilà, sur ces sujets-là, essayer d'apporter autant que possible les données scientifiques, ce qui est possible de faire concrètement dans l'économie, dans les entreprises, et aussi ce qu'on entend dire. Donc Laurent Lesage va au Parlement, interviewer, demander à des députés de réagir, et on n'est souvent pas déçus du voyage. Je suggérerais un prochain thème. Moi, il y a vraiment une question que je me pose, et vous avez été ministre de la transition écologique, hein, c'était ça l'intitulé. Transition écologique et solidaire à l'époque. Quoi que ça veuille dire. Est-ce que quand même, cette campagne, on a fait mettre des trucs de polystyrène ou de je sais pas quoi dans les plafonds de toutes les maisons, des sous-sols, des greniers financés sur crédit d'impôt? C'est pas un des plus grands gaspillages d'argent public et une des plus grandes escroqueries? Je parle même pas tant du principe que les entreprises qui l'ont fait, ça a quand même été souvent fait n'importe comment. Alors, moi, quand j'étais ministre, on a fait la chasse aux escrocs parce qu'il y en avait. Alors, je pense que on a fait du bien et du moins bien. Le bien, si, mettre de l'isolant sous les toits, par exemple, ça, c'est quand même une chose basique, assez facile à faire, pas trop coûteuse, qui a des effets. Donc, ça vaut le coup de le faire. En revanche, il y a une époque où on a pensé qu'il fallait la manière dont ça a été fait. Oui, mais surtout, on a pensé qu'il fallait le subventionner. Ça, c'est un peu la maladie française. Pour faire quelque chose, il faut que ce soit subventionné. Donc, on est allé jusqu'à le subventionner pour que ça ne coûte que 1 euro à tout un tas de gens. Et du coup, là, en effet, il y a plein de gens qui se sont engouffrés dans la brèche en disant, tiens, là, il y a un supermarché, puisque on va voir les clients, on leur dit, ça vous coûte 15 euros. Personne ne négocie les prix, du coup. Et puis, en effet, surtout, vous pouvez avoir des margoulins. On avait même découvert des gens qui ne faisaient pas les travaux. Hein, et ils se faisaient payer par l'État, et où ils faisaient des travaux bâclés, mal faits, tout ça. Mais bon, ça, il faut pas non plus retenir, ça c'est bien français, on retient ce qui marche pas, alors qu'il y a... Non, c'est surtout, il y a un débat de fond, ça faudrait qu'on le pose un jour, et nous on le fera peut-être avec notre chaîne, c'est qu'est-ce qu'il vaut mieux faire en termes de priorité aujourd'hui, d'action publique et d'argent public? Est-ce qu'il vaut, pour baisser les émissions de gaz à effet de serre assez rapidement, est-ce qu'il vaut mieux, par exemple... Mais l'isolation ne les fait pas baisser. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il vaut mieux le confort des personnes concernées, c'est très bien. Ça les fait baisser si on a du chauffage au gaz et au fioul, mais si on remplace... En général, les gens chauffent du coup plus. Voilà, et surtout si on remplace une chaudière au gaz et au fioul par une pompe à chaleur électrique, là, on est sûr du résultat.
C'est-à-dire, on est sûr qu'on baisse les émissions de gaz à effet de serre tout de suite. Et donc, en termes d'efficacité d'euros investis, que ce soit un euro privé ou un euro public par rapport aux tonnes de CO2 évitées, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Or, malheureusement, ça n'est pas forcément le choix politique qui est fait. Pourquoi? À mon avis, parce que, sans que ce soit dit, en fait, derrière tout le discours sur l'isolation des logements, etc., il y a le discours de la décroissance. C'est-à-dire, l'objectif numéro 1, finalement, c'est pas tellement de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est le prétexte. C'est de faire baisser la consommation d'énergie et cette obsession de dire ce qui compte, c'est qu'on baisse les consommations. Et ça, je trouve que c'est dommage et c'est quelque chose là que l'on veut justement décrypter dans les choix politiques qui, encore une fois, ne sont pas que là pour le coup le fait des Verts ou de quelques associations d'ONG qui poussent ça, mais aussi des pouvoirs publics. Merci beaucoup, François de Rugy. Merci. Merci pour cette liberté de parole et encore cette envie d'y croire. Et puis je rappelle donc votre chaîne YouTube. Et si l'économie sauvait l'écologie? Merci. Merci.